Alors, rebonjour, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, Quentin et Hélène, donc je suis Hélène, il est Quentin, de fait. Euh, J'anime des formations qui sont relatives au marché public, et à tout ce qui a trait au marché public de près ou de loin auprès de l'ILO Formation. Certains me connaissent peut-être déjà un petit peu. Et donc, comme vous avez pu voir, on a beaucoup de thèmes d'actualité sur la commande publique, parfois un petit peu difficiles à suivre pour les agences, et pas que d'ailleurs. Et donc, l'idée était de pouvoir se frotter un petit peu à un directeur de la commande publique pour déchiffrer, décrypter, puis se mettre un petit peu à jour aussi en cette fin d'année 2022 sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui les marchés publics et comment répondre aux attentes. On a des pratiques qui sont parfois peut-être appelées à évoluer. Et donc, l'idée, c'était de vous faire un petit panel des quelques points qui nous paraissent vraiment importants sur qu'est-ce que c'est que répondre à un marché public aujourd'hui. Donc, dans le rôle de la formatrice, moi, et puis dans le rôle de l'acheteur public sans se forcer, Quentin Dor. Donc, je vous laisse vous présenter un peu plus précisément. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Bonsoir à tous. Je suis donc effectivement directeur de la commande publique de la ville de Blagnac et donc acheteur public et consommateur de prestations de maîtrise d'œuvre. Je suis également formateur en marché public, mais cette casquette-là, je ne m'en servirai pas ce soir. Je vais juste essayer de vous donner un petit peu la position de vos clients publics et essayer, au travers des différents points qu'Hélène a préparés pour vous, de vous montrer qu'au-delà de la réglementation qui peut paraître parfois un peu absconse et souvent un peu décourageante, il y a derrière des contraintes réelles qui pèsent sur les acheteurs publics et surtout, au-delà des contraintes, des enjeux, des attentes et le besoin de trouver le partenaire qui nous corresponde vraiment, puisque contrairement à ce que vous pouvez percevoir parfois, et je vois que c'est le cas de Paul, le choix ne se fait pas sur la base des honoraires réduits ou du chiffre d'affaires, et que malgré tout, choisir un architecte, c'est une démarche qui est à la fois complexe, un peu périlleuse, et dans laquelle on tâtonne un peu parce que c'est difficile de mettre sur du papier tous les petits paramètres qui vont faire qu'on a en face de nous le bon prestataire, le bon opérateur, celui qui va nous aider à conduire notre opération là où on souhaite, lui comme nous, qu'elle aille. Donc voilà, au cours de ces 2 heures, je vais essayer de vous partager ce point de vue du client et essayer de vous éclairer un petit peu sur ce que nous, on attend pour pouvoir mieux vous sélectionner. Et évidemment, en contrepartie, j'attends avec beaucoup d'intérêt vos retours et vos attentes, vos perceptions et ce qu'il faudrait faire pour qu'on se comprenne mieux. Alors, nous vous avons préparé un petit support donc, on va dire, qui se déroule. Alors, vous voyez, il y a 7 points, mais pour être plus concret, il y en aura 4 ou 5 qui vont justement décrypter ça, c'est-à-dire comment on évalue la fiabilité d'un prestataire, comment on évalue qu'un prestataire est proactif, comment on évalue qu'un futur prestataire réponde à notre besoin et comment on évalue qu'un prestataire va respecter ses engagements. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça, comment ça se matérialise. Et dernier point, comment on évalue qu'un partenaire va être compatible avec le développement durable. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus en faire l'économie qu'on vous le demande ou qu'on ne vous le demande pas clairement. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien ça, c'est dialoguer finalement entre les contraintes, c'est-à-dire que vous avez une réglementation des marchés, vous avez des documents, un cahier des charges, un CCTP, un CCAP, un règlement de consultation, un acte d'engagement, parfois un cadre de réponse, parfois juste un appel à candidature sur des concours, mais avec des indications en noir et blanc et puis des choses un peu plus implicites, mais qu'il faut quand même arriver à décrypter. Bref, à un moment, vous allez devoir quand même essayer d'identifier de quoi a besoin cet acheteur public, qu'est-ce qu'il vous demande, et comment finalement on traduit ce besoin concret, comment lui aussi il traduit ce besoin concret à travers la réglementation et le formalisme des documents. Donc on va regarder un petit peu
comment c'est fichu un marché public, c'est-à-dire comment un acheteur matérialise sa demande, pourquoi il vous demande un certain nombre de choses, et puis vous, qu'est-ce qu'on met en face, c'est-à-dire comment savoir si je dois répondre, est-ce que je suis le bon prestataire, et comment je le fais comprendre à mon acheteur public, comment je lui démontre. En gros, c'est pour répondre en fait à toutes ces questions hein, qu'on a fait un petit dialogue. Donc, voilà, donc si ça vous va comme ça, alors Paul nous dit, je suis souvent placé du point de vue de mémoire technique, mais mémoire en prix, donc, quand prix il y a, ok. Donc ça, la question du prix, évidemment, on l'abordera un petit peu plus tard, hein, Paul, on en parlera. Donc, la première slide, vous savez, c'est l'objectif des marchés publics. C'est-à-dire déjà, première question, pourquoi on fait des marchés hein? Parce qu'on a l'obligation de sélectionner un fournisseur qui soit fiable. Donc, on va tester, éprouver, ou en tout cas essayer de matérialiser sa fiabilité, d'essayer d'identifier des fournisseurs qui sont proactifs, d'essayer d'identifier, alors on vous appelle les fournisseurs, hein, bon, les agences, les maîtres d'œuvre, qui répondent aux besoins du moment, c'est-à-dire qu'on vous connaît, mais bon, marché par marché, on peut avoir des attentes parfois un petit peu différentes et on est voilà, plus ou moins bien placé selon les moments. On va avoir besoin d'identifier un fournisseur et de pouvoir avoir des engagements contractuels sur le respect de ce qui a été demandé et ce qui a été proposé, et évidemment que ce fournisseur soit compatible avec le développement durable. Et pour ça, magique, nous avons le code de la commande publique qui nous fournit des outils avec comme objectif d'être efficace, de bien utiliser les données publiques, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur la réputation, on ne travaille pas tout ça, on va travailler sur la mise en concurrence, avec comme principe liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que on fait des appels à concurrence parce que finalement la solution elle est dans la concurrence. On va devoir respecter la transparence des procédures, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes informations, les gens posent des questions, tout le monde a la question, tout le monde a la réponse. Les choses sont claires du départ, hein, les attentes, voilà, les durées parfois, enfin tout ça, donc tout est transparent du niveau des procédures et des informations. Et l'égalité de traitement des candidats, puisqu'on n'est pas supposé, alors il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais on n'est pas supposé avoir des a priori. Et c'est avec ces outils, finalement, qu'on va dérouler après et matérialiser un certain nombre de demandes pour que vous puissiez répondre. Donc ça, ce sont les fondamentaux, c'est-à-dire c'est écrit, hein, ce sont les règles qui sous-tendent au code de la commande publique. Donc ça, c'est la réglementation. Voilà, qui nous permettent ensuite de dérouler, de traduire ça en procédure, de traduire ça en critères, de traduire ça en injonctions diverses. Mais l'idée, c'est de répondre en fait à ce besoin, puisqu'on ne peut pas enfin, je veux dire, on ne va pas se rencontrer et discuter, on va faire un appel à concurrence et attendre des réponses écrites. Quentin? Oui, je vais peut-être essayer d'illustrer un petit peu ce point. Sur la réglementation que vous connaissez au moins de sinistre réputation, elle vient nous mettre dans cette position un petit peu délicate, de devoir réussir à trouver le meilleur prestataire. Et dans le cadre de prestations intellectuelles, donc quel est le cerveau le mieux configuré pour nous aider à atteindre nos objectifs? Et il va falloir qu'on réussisse à le sélectionner sur la base d'éléments qui vont être exclusivement écrits. Principe égalité de traitement des candidats, ça nécessite qu'on ne juge que sur la pertinence des candidats au regard des nécessités du marché. Et donc, pour ce faire, pour pouvoir prouver au travers de la transparence des procédures qu'on a respecté ce principe d'égalité, il va falloir qu'on ne se base que sur l'écrit, pas sur la réputation, pas sur d'anciennes collaborations qui se sont bien passées. On a pu bosser 500 fois avec vous, n'empêche que la 501e fois, vous serez mis en concurrence comme tous les autres. Et c'est parfois ce qui est un petit peu difficile à faire comprendre, aussi bien aux candidats qu'à nos propres élus. Si on a toujours bien bossé avec quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on s'embête à le remettre en concurrence? Parce qu'on a ces contraintes à respecter pour prouver qu'on a bien à chaque fois sélectionné pour le besoin du moment le prestataire qui était le mieux à même de nous répondre. Et c'est là toute la difficulté, tout le paradoxe de notre travail, qui va être de travailler uniquement sur de l'écrit pour juger des prestations intellectuelles, donc quand même bon courage,
Ensuite, faire en sorte d'être en capacité de démontrer que celui qu'on retient est bien le meilleur et réussir à faire ça tout en déduisant votre qualité des éléments écrits que vous nous aurez produits, avec donc cette difficulté particulière que d'un côté, il faut qu'on vous ait correctement posé la question, et parfois c'est quand on reçoit les offres qu'on se dit merde, je n'ai pas compris ce que j'attendais. Et malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour rattraper. Donc, il y a cette problématique de comment est-ce qu'on vous pose la question. Et ensuite, voilà, comment est-ce qu'on va tirer de vos réponses des éléments qui vont nous indiquer à la fois si vous êtes fiable comme candidat et si l'offre que vous nous proposez, la manière dont vous proposez d'aborder notre projet correspond bien à ce que nous, on souhaite. Donc, il faut bien imaginer que ce travail qui est extrêmement frustrant pour vous, il est toujours un peu délicat pour nous, parce que quelle que soit notre bonne volonté initiale, on se heurte à cette barrière de l'écrit qui fait que nos échanges vont se baser, sinon exclusivement, de manière très majoritaire, sur les pièces écrites que vous allez nous produire. Alors, justement, ces pièces écrites, comment ça se passe? Eh bien, on va avoir un tout petit préalable de réglementation, parce que moi, je suis un peu la voix de la réglementation sur ce webinaire. Vous savez que nous avons ces fameux seuils et ces fameuses questions de procédure qui sont un petit peu liées. Autrement dit, aujourd'hui, nous avons des marchés qui vont être considérés comme des marchés à faible montant, hein, je mets des guillemets, mais c'est un peu comme ça qu'ils s'appellent, c'est-à-dire qu'en dessous de 40 000 €, eh bien, on considère qu'on ne sort pas tout l'attirail de la mise en ligne sur la plateforme. Enfin, on peut le faire, hein, mais ce n'est pas obligatoire. On n'a pas, voilà, on n'a pas la grosse berta administrative. On peut se simplifier la vie et se contenter de faire des consultations et donc d'appeler 1, 2, 3, 4 fournisseurs pour essayer d'avoir simplement une proposition qui serait, comme on ferait dans le privé, une demande de devis, hein, plus ou moins détaillée. Donc, une consultation simple, donc une procédure allégée. Une procédure quand même, c'est-à-dire qu'on est toujours soumis aux règles de la commande publique, qui est de ne pas avoir le droit d'acheter 100 000 €, quelque chose qui en vaut 20 000 sur le marché, et qu'on doit faire attention à un certain nombre de principes d'équité. Mais c'est quand même une solution qui est assez simple. Donc, 40 000 € pour les marchés de services et 100 000 aujourd'hui pour les marchés de travaux, uniquement de travaux. Dérogation probablement voilà, annoncée comme prolongée en 2023. Ça brasse toujours un petit peu, mais a priori, on est bien parti pour rester comme ça. On s'est bien habitué. Donc, au-delà, nous allons être sur ce que vous connaissez déjà hein, quand vous pilotez des marchés de travaux, sur des MAPA, les fameux MAPA, marchés à procédure adaptée, qui ont des seuils, on va dire, un petit peu différents selon qui est l'acheteur public et qu'est-ce qu'on fait, hein, soit des services, alors on peut être sur des marchés de maîtrise d'œuvre, d'accompagnement ou des marchés de travaux. Et on considère que donc les seuils sont différents puisque quand on fait le moindre rond-point, ça coûte 2 millions. Alors si à chaque fois qu'on refait un bout de trottoir, il faut sortir voilà, la commission, comment dire, mettre tout le monde autour de la table, très nombreux, etc., être en marché, en publication européenne et tout, on n'en sort plus. Donc, on est sur un marché qu'on appelle adapté. Donc, on va dire que du point de vue de l'achat public, c'est un petit peu simplifié. Et au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle des procédures formalisées, puisque plus on a d'euros, plus on a d'enjeux, plus on va essayer, du point de vue de la réglementation, de mettre des sécurités administratives, c'est-à-dire que le code de la commande publique écrit les délais minimaux, les gens autour de la table, en tout cas les profils, écrit un petit peu les procédures, voilà comment on écrit, etc., etc. Et donc, vous connaissez très, très bien l'appel d'offres qui nous interdit de négocier, d'accord ? Voilà, donc, plus c'est important, plus on est condamné à faire de l'écrit et à ne pas pouvoir se parler quasiment. Et puis, le concours, bon, je ne vous explique pas comment ça marche, vous connaissez, qui fait partie aussi des marchés formalisés. Donc, le code de commande publique encadre très, très strictement comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on a à faire, l'anonymisation, etc., etc. Donc, voilà, alors, je vous ai fait une petite liste des différentes procédures parce que vous pouvez des fois les avoir qui vous passent sous le nez, mais globalement, on va être donc sur les consultations, les MAPA, jusqu'à, donc en service, si vous êtes avec une collectivité par exemple, jusqu'à 200 000 €, 215 000 €, donc 215 000 €
d'honoraires, on est d'accord, hein. Et puis, sur les marchés de travaux, jusqu'à 5,3 millions. Et si vous faites des projets ou si vous pilotez des marchés de travaux qui sont au-delà de ça, eh bien, vous serez en appel d'offres. Donc là, négociation interdite, donc rigueur absolue dans l'écriture de la demande. Et c'est bien là qu'on se retrouve avec nos contraintes d'être extrêmement clair sur la demande pour que, effectivement, elle soit bien comprise. Donc, voilà pourquoi on est contraint, parce que le code de la commande publique est extrêmement clair sur les procédures et que, finalement, on n'a pas le choix. Donc, il faut s'y coller. Qu'est-ce que j'ai dit après? Alors, Quentin, peut-être une précision là-dessus ou... Non, sur les procédures, je pense que j'ai pas grand-chose d'utile à ajouter sur ces procédures. Celles qui vous concernent, c'est pour les marchés de maîtrise d'œuvre. Ça va être donc le MAPA dans statistiquement la majorité des cas de figure, la procédure adaptée, mais qui peut s'inspirer des procédures existantes. Et sinon, après, vous allez vous retrouver soit en concours si vous êtes en construction neuve, soit en réhabilitation, vous serez en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif. Aujourd'hui, l'appel d'offres n'est pas utilisé en maîtrise d'œuvre, il n'est pas strictement interdit. Simplement, dès lors qu'on a des prestations de conception, on a la faculté de recourir aux procédures alternatives qui permettent justement les échanges. Donc, autant pour les travaux, là, si vous êtes au-dessus de 5,4 millions, effectivement, vous êtes marron, ce sera un appel d'offres. Autant par contre, en matière de maîtrise d'œuvre, parce qu'on parle justement de conception, parce qu'on parle de prestations intellectuelles, on a quand même toujours cette possibilité du dialogue, y compris en procédure formalisée, mais on le verra tout à l'heure quand on en parlera, c'est très très compliqué en réalité de rentrer dans la discussion au niveau des marchés, précisément pour un point sur lequel je serai amené à revenir tout à l'heure, qui est le fait qu'il faut réussir à négocier, à discuter avec vous sur un projet, alors même que votre réponse ne doit pas commencer à traiter le projet. Alors que vous nous faites une offre qui ne répond pas à l'attente du projet, mais qui dit et qui explique comment est-ce que vous allez traiter le projet lorsque vous aurez le marché. Et donc, c'est assez difficile pour nous, en matière de négociation, de discuter sur des principes théoriques envisagés et pas sur le projet lui-même. Mais malgré tout, on a quand même cette possibilité de dialogue qui est toujours maintenue pour les prestations intellectuelles dès lors qu'il y a une question de conception. Donc, au travers soit de la procédure avec négociation, soit la procédure de dialogue compétitif, soit la procédure de concours qui permet de manière très limitée des échanges. Alors, sur l'évaluation. Alors, si on commence par l'évaluation de la fiabilité, qui est quand même le premier sujet que l'acheteur public va se poser, déjà, comment je vais reconnaître un partenaire, hein? Alors, on parle bien de futur partenaire, d'accord? On a un candidat, on a un futur titulaire et idéalement, on a un futur partenaire. Donc, on peut dire que c'est un fournisseur, tout simplement. L'idéal, ce serait que ce soit un partenaire. Donc, comment ça se matérialise? Alors, vous avez une fiabilité administrative, une fiabilité technique. Donc, deux parties, vous avez déjà vu ça, on a une candidature, on a une offre, et puis dans la candidature même, on a une partie stricto sensu administrative. Ça, c'est très français, hein, quand on veut candidater à des élections, il faut aller s'inscrire en préfecture. Quand on est dans une association, même on veut être président d'une association, une fois par an, on fait un AG, il faut se déclarer candidat, tout le monde démissionne, on se déclare candidat pour être président, trésorier ou secrétaire. Et donc, dans les marchés publics, c'est un petit peu pareil. Il faut faire acte de candidature officielle. Donc, on a des documents à remplir qui sont le fameux DC1, le fameux DUM, hein, si je rentre dans la réglementation. Donc, document unique des marchés européens. Donc, exit DC1 et DC2, arrive le DUM en numérique, un peu plus moderne, un peu plus européen. Et on va demander une attestation d'assurance, on va demander le pouvoir de signature qui a le droit d'engager l'entreprise. Dans ces DC1, DC2, on aura une fameuse attestation sur l'honneur qui valide qu'on n'est pas interdit de marché public, c'est-à-dire qu'on n'a pas été condamné, qu'on n'a pas payé ses charges et que du coup, on ne peut pas prétendre à de l'argent public. Et puis, pour la maîtrise d'œuvre, évidemment, on va quand même vérifier que vous soyez inscrit à l'ordre. Et puis après, si on est sur la rénovation historique, etc., que vous ayez bien les attestations qui vont bien. Donc ça, c'est comment on évalue finalement avec les outils qu'on a en place purement administratifs. Hein. Voilà pourquoi vous devez remplir ces documents, finalement, qui vont permettre de s'assurer qu'on a bien un candidat qui, administrativement en tout cas, tient la route.
Et puis sur la candidature, toujours, hein, on n'est pas encore dans l'offre, mais simplement sur le profil de l'agence, on va dire. On va avoir une candidature que j'appelle opérationnelle ou commerciale. Je ne sais pas ce que ça vaut, Quentin, vous réagirez là-dessus, mais qui est plutôt la présentation, on va dire, de l'entreprise, hein, qui sera le SIRET de référence ou le groupement, hein. Et donc, ça va être un peu plus commercial, opérationnel, c'est-à-dire qui vous êtes finalement. C'est quoi vos moyens? Vous êtes combien? Vous êtes localisé où? Vous avez quels outils pour travailler? Quels logiciels? Comment vous êtes équipé en termes techniques, en termes d'effectifs, de compétences, etc., de formation continue, enfin bref, tout ce qui va pouvoir donner des indications finalement sur la fiabilité. Enfin ça, bon, Quentin réagira là-dessus. On va vous demander aussi vos références, parce que comment on sait que vous savez faire, parce que peut-être vous avez déjà fait, ça peut être une bonne indication. Et puis, si vous partez en groupement avec des bureaux d'études avec lesquels vous avez déjà l'habitude de travailler, eh bien, on va se vanter d'avoir un groupement qui est pertinent et qui a déjà l'habitude de travailler ensemble. Alors, un petit delta là-dessus. Parfois, la forme est libre, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande toujours vos moyens humains, etc. Et puis, dans les concours, on peut vous imposer un format précis de réponse parce que voilà, il peut y avoir beaucoup de réponses et puis il faut qu'on y voit un petit peu clair là-dessus. Donc, si je repars sur la slide précédente, ben, vous avez le cheval et puis vous avez la course. Hein, j'aime bien cette image, c'est-à-dire être un bon candidat, c'est prouver sa capacité, ses qualités, son potentiel, qu'on puisse miser dessus. Mais ça ne vous garantit pas que vous allez arriver premier, hein, parce qu'après, il y a 8, 9 ou 25 chevaux qui vont courir et il faut encore arriver premier avec peut-être parfois un poil de nez d'écart, puisque globalement, vous êtes capable pratiquement tout le temps. On n'aurait que vous, on y arriverait, quoi. Maintenant, voilà, vous êtes en concurrence et donc il va falloir aller choisir celui qui a un point ou un critère ou un avantage de plus par rapport aux autres. Donc, c'est toujours une position qui est relative, hein, qui est en valeur absolue, vous êtes fiable. Donc, on ne porte pas de jugement de valeur hein, sur le fait que vous soyez capable ou pas. C'est juste que par rapport aux autres, et en tout cas ceux qui sont candidats au moment, eh bien, vous avez voilà, un nez d'avance. Donc, alors, je ne vous compare pas à des chevaux, hein, mais voilà, il y a le potentiel et puis il y a la course derrière. Il y a la candidature, hein, le potentiel, c'est le cheval. Et puis après, derrière, il y aura une offre à la fin. Et puis, on dira que ça sera la course et il faudra proposer la meilleure offre, le meilleur projet. Alors, meilleur, on verra ce que ça veut dire. En tout cas, du point de vue de la fiabilité, on a ces éléments, on va dire, de candidature qui sont à la fois administratifs et à la fois techniques, mais encore une fois, hein, vos moyens, c'est-à-dire votre capacité, votre potentiel. Déjà là-dedans, on peut voir si on pense que vous êtes dimensionné, que vous êtes calé par rapport à ça. Voilà. Alors, ouais, je vais rebondir là-dessus parce qu'on est sur un des éléments qui est très spécifique au droit des marchés publics, mais qui, si on réfléchit bien, semble assez logique. Dans ce que vient de dire Hélène, si vous avez bien noté, il y a un point qui est pas neutre, qui a été évoqué, c'est le fait que la candidature soit quelque chose de relatif, d'absolu, alors que l'offre, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire qu'au moment de l'offre, on y viendra plus tard, on va vous comparer les uns par rapport aux autres. Par contre, la candidature, on va vous comparer à un référentiel. Le référentiel sont les exigences qu'on estime nécessaires pour le marché. Et donc, quand on traite votre candidature, on va juste vérifier que vous avez bien toutes les capacités nécessaires pour faire le marché. Notre travail va se dérouler toujours de la même manière. On va passer en écrémage successif. D'abord, on va vérifier la régularité de votre candidature. Donc, est-ce que vous êtes en règle? Est-ce que vous avez le droit de participer au marché public? Là, on ne se pose même pas la question de savoir si vous êtes un bon archi, pas un bon archi. On ne se demande même pas si vous êtes un archi à ce stade-là. On vérifie juste, est-ce que vous avez le droit de participer? Donc, est-ce que vous êtes en règle avec vos obligations? Est-ce que vous avez déclaré, payé vos impôts? Est-ce que vous avez payé vos charges sociales? Est-ce que vous avez fait ou non l'objet d'une interdiction de participation au marché public? À ce stade-là, on ne se pose pas tellement la question. Alors, on va rajouter les autorisations éventuellement nécessaires. Donc, dans votre cas, est-ce que vous êtes correctement inscrit alors pour pouvoir participer à un marché de maîtrise d'œuvre? Mais à ce stade-là, on ne se pose pas la question de vos capacités. C'est juste la régularité. Deuxième étape, est-ce que vous avez les moyens de faire?
Et donc, c'est les moyens financiers. Les moyens, alors, on va évacuer de suite la question financière. On est tenu de contrôler votre capacité financière. Dans la pratique, le travail qui est fait sur la capacité financière est assez limité. On va regarder vos chiffres d'affaires cumulés à l'échelle du groupement pour regarder s'il y a un écart énorme entre les enjeux financiers du marché et votre trésorerie habituelle. Mais on va être clair, ce n'est pas là-dessus qu'on fait nos sélections, ça n'a qu'un intérêt très limité. On va surtout se concentrer sur la partie technique. Donc, est-ce que vous savez faire, est-ce que vous avez les moyens, les humains, matériels, logiciels, de faire le travail qu'on vous attend, qu'on vous demande, vraiment. Et donc, notamment, c'est là où on va vous lister un certain nombre de compétences qu'on attend de votre part. Et on va vérifier que dans la présentation de votre candidature, toutes ces compétences, elles soient correctement traitées. Donc là, c'est une petite indication sur ce qu'on va voir dans la suite de ce séminaire. D'une manière générale, à chaque fois que vous voyez une question, une attente dans le dossier de consultation, c'est super important d'y répondre de manière très explicite. Partez toujours du principe, imaginez qu'en tant qu'acheteur, on est des gros feignants et qu'on ne va pas aller lire dans le détail. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste que comme ça, c'est plus prudent. Si vous partez du principe qu'on ne va pas lire dans le détail, ben vous mettrez juste la quantité d'informations nécessaires, mais vous mettrez bien la réponse à la question qui vous est posée. Ça augmentera vos chances que rien ne passe au travers du prisme de la lecture. Dites-vous bien que quand on a 80 candidatures avec à chaque fois des boucles qui font 200 pages, ben, il est possible que les informations, on ne les relève pas comme il faut ou pas juste à la bonne hauteur. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre à chaque fois assez clairement aux questions qui sont posées. Donc, on va regarder vos capacités, vos moyens humains, vos moyens matériels, vos logiciels, vos compétences. Et sur la question des références, en fait, ce qu'on va aller essayer de repérer, c'est votre savoir-faire. Dans la plupart des marchés, donc notamment le marché de travaux, on va juste se dire est-ce qu'ils ont déjà fait des choses de ce niveau-là de complexité. Ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Dans le cas de la maîtrise d'œuvre, il y a un petit truc en plus qu'on va retrouver. C'est le fait qu'au travers de vos références, de vos réalisations antérieures, on va aussi essayer de lire quelque chose de votre art. Essayer de regarder quel est votre parti pris architectural, la manière dont vous traitez esthétiquement, fonctionnellement, certaines problématiques. Donc, ça va pas simplement on n'est pas simplement sur le est-ce qu'ils savent faire ou non. On va aussi souvent aller regarder comment est-ce que vous faites. Parce que l'une des particularités qu'on va retrouver dans les marchés de maîtrise d'œuvre, c'est qu'en plus de devoir vérifier que tous les candidats sont capables, on va souvent, dans beaucoup de procédures, en particulier les procédures qui donnent lieu au versement d'une prime, sélectionner parmi tous les candidats qui ont à la fois une candidature régulière et les capacités de faire, on va essayer de sélectionner les 2, 3, 4, 5 meilleurs qu'on va autoriser à présenter un projet. Et donc, cette sélection, elle se fait de manière quasi exclusive sur vos réalisations antérieures et ce qu'elles disent de votre art. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez délicat à coucher sur le papier, mais on va travailler, on n'aura que ces documents-là pour réussir à travailler la compatibilité de votre manière de bosser avec ce que nous, on envisage pour le projet. Alors juste, il y avait Pierre qui avait levé la main. Alors je ne sais pas, Pierre, si vous étiez connecté au démarrage. La procédure pour nous interroger, en fait, ce n'est pas de lever la main parce que l'îlot formation a bloqué, vous êtes très nombreux. L'idée, c'est d'aller dans le petit icône qui s'appelle Q et R. Il y a deux bulles de BD là, qui sont dans la barre de Zoom, qui doit être normalement en bas de votre écran. Q et R, vous avez la possibilité de poser une question. Nous, on les voit, les questions. Donc, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions donc en live, comme ça. Si on peut y répondre directement. Par exemple, Frédéric nous dit un problème rencontré pour les maîtrises d'œuvre, devoir fournir 3 ou 5 références de moins de 3 ans sur des opérations similaires. C'est un problème, oui, en même temps, c'est une partie de la solution. Donc, effectivement, alors peut-être faudra essayer de comprendre un peu pourquoi, justement, pourquoi c'est un problème, mais c'est pas exclusif, de toute façon. Maintenant, là, voilà, encore une fois, il faut qu'on arrive à percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière, donc une référence ou par capillarité quelque chose qui ressemble, peut-être, pourquoi pas. Ok, donc ça, c'était sur la partie fiabilité. Donc, voilà, il y a quelques vérifications quand même administratives qui sont nécessaires et pour lesquelles l'acheteur public serait totalement, on va dire, à rebours de la réglementation s'il ne le faisait pas. Ensuite, on va avoir un autre point qui... Hélène, peut-être juste répondre à cette question ici. Il faudra peut-être qu'on le fasse par partie, ce serait peut-être plus simple, mais juste par rapport à ça, on ne pose la question de présenter des références similaires ou comparables
que dans l'objectif de pouvoir vérifier qu'on a bien le bon partenaire, quelqu'un qui sait faire, précisément parce qu'on va le payer avec de l'argent public. Donc c'est un petit peu l'enjeu, c'est de pouvoir prouver qu'on a quelqu'un qui sait faire. Donc on ne va pas forcément demander exactement la même chose, on ne va pas demander 3, 5, 10, 15 références, on va demander tous les éléments qui vont permettre de nous rassurer et qui vont surtout nous permettre de prouver qu'on a admis à présenter les offres que des candidats qui sauront faire un objet architectural de la qualité, de la complexité de ce qu'on projette. Oui, je pense pas que ce soit aussi linéaire que ça, Frédéric, et qu'il faille avoir fait 3 ou 5 groupes scolaires sur les 5 dernières années pour être en mesure de gagner un marché sur les groupes scolaires. Hein. Ça, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça va, voilà. Donc, c'est sûr que si vous avez fait des groupes scolaires, ben on dit voilà, ils ont déjà un peu une idée de la question, mais ça peut être des bâtiments qui ont des contraintes qui ressemblent un petit peu. Les jeunes agences qui ont un petit peu peps, un petit peu d'innovation, arrivent à gagner des marchés. Et donc, voilà, parfois avec des références de quelqu'un qui travaillait avant dans une agence, etc., mais qui n'a pas forcément fait lui-même. On a beaucoup d'exemples hein, de jeunes Jersey qui tirent leur épingle du jeu sur les marchés. Donc, les références, ça ne fait pas tout. C'est évidemment important pour se repérer, mais ça ne fait pas tout. Parce que, en dehors du fait d'être fiable et donc voilà, qu'on puisse s'appuyer sur un certain nombre d'indications, on va aussi devoir évaluer si le fournisseur est un futur partenaire proactif. Alors, proactif, ça veut dire quoi? Alors, proactif, hein, si on prend Larousse, se dit d'un processus psychologique qui s'exerce d'amont en aval dans le temps. Ouais, bon. Voilà, donc autrement dit en français, dans le texte, action ou attitude dynamique, généralement réalisée avec anticipation. Autrement dit, le fournisseur ou le partenaire proactif, il anticipe et il se prépare à différentes options. Alors là, déjà, ça commence à mieux répondre finalement aux problématiques qui ont été posées par Quentin du point de vue de l'acheteur public. C'est-à-dire que du point de vue de la méthodologie, on va s'attendre à ce que le fournisseur, il mise les dossiers, il prenne connaissance des attentes du client. Hein. Alors, pour ceux qui ont mon âge avec la couleur de mes cheveux sur les côtés, là, vous devez avoir la référence hein, avec le fameux dialogue de Georges Marchais d'El Kabbach. Hein, et voilà, il y en a un qui présente ce qu'il a envie de dire et celui qui l'interroge lui dit « mais ce n'était pas ma question » et vous avez cette fameuse réplique bien connue qui est « oui, mais c'était ma réponse ». Bon. Alors voilà, c'est ça qu'on veut éviter, c'est que chacun finalement donne sa réponse sans avoir quand même répondu à la question qui lui a été posée. Donc être vigilant aux conditions du contrat et donc ça, Quentin va vous détailler les attentes. Alors comment techniquement vous allez les trouver ces trucs-là? Ben, on vous a fait une slide, alors bon, qui est un petit peu technique, mais vous allez aisément reconnaître ce que vous voyez. Voilà, c'est que vous avez un règlement de consultation, autrement dit un RC, d'accord? Les règles du jeu, un contexte, une procédure, des critères de sélection, donc on vous donne déjà quand même un certain nombre d'indices qui sont là-dessus. Vous avez parfois, alors selon la procédure, un cahier des charges complet ou quelque chose d'un peu plus général, mais qui vous donne quand même une idée du besoin technique. Donc ça, Quentin détaillera. Hein. Donc ça peut être le programme technique détaillé qui liste en tout cas les contraintes à respecter et les objectifs à atteindre. Ça, normalement, c'est quand même écrit noir sur blanc sur un document. Vous avez associé dans les marchés publics les CCAP, donc les clauses administratives particulières qu'on vous invite à bien connaître, qui sont toutes les obligations juridiques et d'exécution du marché. On peut avoir parfois un CCP, un cahier des clauses particulières, un truc qui fait du 2 en 1, hein, grand 1 administratif en général, grand 2 technique ou exposé du contexte ou du projet, et qui va régir en fait les relations avec le maître d'ouvrage. Donc, ce sont des documents qu'il faut bien lire, y compris entre les lignes parfois, bien s'en imprégner. On va avoir parfois des annexes, alors évidemment, on vous donne des plans, des schémas, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se positionner. Quand on est dans des marchés, non pas concours, mais qu'on se retrouve dans des marchés de maîtrise d'œuvre, et ce que vous pilotez après quand vous êtes dans les marchés de travaux, évidemment, on fournit un document dans lequel on va devoir donner un prix, un tarif,
Et puis, in fine, on aura un acte d'engagement. Alors, acte, au sens notaire du terme, c'est-à-dire le contrat par lequel on s'engage à faire ce qu'on a dit, ce qui a été demandé au prix qu'on a dit. Avec un petit bémol qui est ne pas confondre avec le taux indicatif de rémunération, qui n'a pas de valeur contractuelle, mais qui permet dans un premier temps, avant qu'on ait techniquement avancé sur le projet, de poser quand même des bases, de voir qu'est-ce qu'on a compris de l'histoire, quelle envergure on lui donne, etc. Donc, vous vous retrouvez avec voilà, des documents comme ça, qui ont des petits noms de code qui ne sont pas forcément très sexy ni hyper intuitifs, mais qui sont les documents dans lesquels vous avez toutes les informations qui permettent avec les réponses que vous allez mettre en face, je ne me souviens plus de ce que j'avais dit après, voilà, de pouvoir de fournir des réponses à l'acheteur public qui lui permettent d'identifier si, voilà, comment vous anticipez, comment vous préparez les différentes options, comment se trouve, voilà, comment vous êtes positionné par rapport à ça. Donc, je vois qu'il y a un petit dialogue là qui dit Frédéric, donc qui dit c'est là que nous avons une lecture très éloignée de celle de la maîtrise d'ouvrage. Alors, bon, c'est une mauvaise expérience, il y a quand même des partenariats qui se font, des choses très belles. Voilà, ce serait peut-être à nuancer ou à voir à quel moment il y a eu des divergences, mais sur le principe, en tout cas du point de vue documentaire, donc là, vous aurez voilà, tous ces documents qui, in fine, vont arriver sous vos yeux en plusieurs phases ou directement, et qui vont vous permettre de trouver tous les indices de la compréhension du besoin pour pouvoir répondre. Et lui, l'acheteur, il attend voilà, que vous soyez méthodique dans votre réponse pour être vigilant en fait aux conditions du contrat. Là, je vais peut-être laisser Quentin justement déplier ces attentes-là de ce qu'on entend par un fournisseur proactif au final. D'accord. Alors avant de parler de ces éléments et de revenir peut-être mais brièvement sur la question des pièges, je voudrais quand même juste adresser le débat ouvert par Frédéric et repris par Jean-Philippe et David sur la question des références, peut-être pour clarifier un point sur lequel il se pourrait qu'il y ait une petite incompréhension. Vous évoquez, et je le comprends tout à fait, le fait que dans des concours, vous ayez pu être écarté parce que vous n'aviez pas assez de références, parce que vous n'aviez pas pu présenter les 3, 4, 5 références. Je ne sais pas ce qui était demandé. Il me semble que demander 5 références pour un concours, c'est chercher des ennuis, mais tous les maîtres d'ouvrage n'ont pas la même approche. N'oubliez pas que le concours, c'est une procédure qui se passe en plusieurs temps d'écrémage. Dans un premier temps, on va aller regarder est-ce que vous êtes capable ou non de le faire. Et là, en général, même si vous n'avez pas de références vraiment comparables, si vous avez des références qui, par capillarité, comme le disait Hélène, se rapprochent de l'objectif, votre candidature sera retenue. Par contre, n'oubliez pas que derrière, il y a un deuxième écrémage, c'est qu'on va retenir 3 ou 4 cabinets. Et là, je comprends votre frustration, mais mettez-vous juste une seconde à la place de l'acheteur. Moi, sur mes marchés de maîtrise d'œuvre, j'ai en moyenne 100-105 groupements qui se présentent pour chacun de mes marchés de maîtrise d'œuvre. Sur les 105, j'en écarte peut-être 5 ou 6 au titre des capacités. Donc, sur les 95 qui me restent, ou les 98 qui me restent, pour 3 places, évidemment que les 3 que je vais retenir, ils auront 3 références quasi strictement comparables ou nettement supérieures en complexité, en technicité à ce que je vais proposer. Et ça, par contre, il n'y a pas d'autre moyen d'en arriver là. Il n'y a quasiment aucune chance pour qu'on puisse dire on va retenir quelqu'un qui n'a jamais bossé sur quelque chose qui s'en rapproche, mais on va le retenir et on va écarter les 98 autres qui l'ont déjà fait pour donner sa chance aux nouveaux. Donc, d'une manière générale, les jeunes cabinets, les jeunes structures qui s'installent, eh ben, c'est un petit peu comme partout, un petit peu comme en entreprise. C'est assez rare que quelqu'un qui n'a jamais bossé de sa vie, on le bombarde PDG. Dans un premier temps, on rentre, on apprend le métier, et donc en marché public, ça voudra dire d'abord aller chercher des petits MAPA, parce qu'on a souvent des petites opérations, on va aller chercher des maîtres d'œuvre, et en général, nous, on va essayer d'en prendre des nouveaux avec lesquels on n'a jamais bossé pour des opérations à 20, 25, 30 000 euros. Et puis après, progressivement, voilà, on construit ses références, mais c'est vrai qu'une agence qui débute, il faut bien imaginer qu'il va être très, très difficile pour un acheteur de justifier d'aller retenir cette agence qui n'a aucune preuve de savoir-faire au détriment de tous les autres, qui seraient du coup fondés à venir derrière nous chercher des noises. Parce que ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est que les marchés publics, à la différence des achats privés, vous avez le droit
dès lors que vous avez été candidat et que vous n'avez pas été retenu, de questionner le choix qui a été opéré et de le contester devant la justice. Un achat privé, vous n'avez pas été retenu, vous n'avez pas été retenu. Sauf à ce que vous puissiez prouver qu'il y a eu une malversation, un délit, ben finalement, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. En achat public, non, vous avez le droit de contester devant le juge. Donc, nous, on va devoir justifier toutes les décisions qu'on prend. Et donc, c'est pour ça que forcément, sur des concours qui sont donc les opérations les plus onéreuses et les plus encadrées, ben, quand on va devoir en retenir 3 parmi 100, il y a quand même assez peu de chances que les 3 qu'on retienne, ce ne soient pas 3 qui ont déjà fait des choses et sur lesquelles on n'a absolument aucune espèce de doute. Voilà, je referme la parenthèse, hein, l'objectif n'est pas forcément… Et juste une petite chose, ouais. Parce que Frédéric, voilà, on dit un il faut essayer des 3 ou 5 ans. Alors pourquoi c'est demandé dans ces récents? Parce que la réglementation évolue, parce que quelque chose qu'on a fait 20 ans, il y a 20 ans, on ne le ferait plus comme on le ferait aujourd'hui, et que ça permet à l'acheteur public d'avoir les gens qui sont au plus proche des méthodes actuelles, de la réglementation actuelle, des contraintes réglementaires et autres actuelles, des matériaux actuels, et que plus d'une référence est récente, et plus on se dit qu'on est en phase avec ce qui a été fait. C'est encore une fois, voilà, c'est pas exclusif du tout, mais c'est pour ça que les références sont demandées récentes, parce que c'est ce qui paraît, on va dire, le plus logique, encore une fois. Voilà. Encore, hein, rappelez-vous, il s'agit d'en sélectionner 3 parmi 100. Donc oui, on va aller sélectionner entre celui qui a fait la même chose il y a 20 ans et celui qui l'a fait l'an dernier. On ne va pas y accorder le même prix. Et si vous étiez à notre place, vous feriez exactement la même chose. Donc, je comprends toute la frustration que ça peut représenter, mais voilà, il faut qu'on vous dise aussi, nous, quelles sont les contraintes qui font qu'on en arrive à prendre ce type de décision, même si j'entends tout à fait que vous puissiez ne pas avoir tout à fait la même lecture. Sur la notion de partenaire proactif, je crois qu'Hélène a bien marqué l'enjeu qui est pour nous d'avoir quelqu'un qui puisse anticiper les problèmes, anticiper les évolutions, parce qu'on sait très bien que ce n'est jamais un long fleuve tranquille, et qui les anticipe dans une approche qui est compatible avec nos attentes. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à sentir, et c'est pour ça qu'on va vous poser plein de questions, qu'on va vous donner plein d'éléments à appréhender lorsque vous nous faites une réponse, c'est parce qu'on a besoin d'essayer de comprendre comment est-ce que vous réfléchissez pour vérifier que ça correspond bien à la manière dont nous, on réfléchit. Au-delà de la qualité de votre talent architectural, l'autre point que nous, on va essayer d'estimer, c'est le type de collaboration qu'on va pouvoir nouer, tout simplement parce que si on ne choisit pas le bon partenaire, si on choisit juste un prestataire, sur la durée d'une opération, ça va clasher. On a livré pas mal d'opérations ces dernières années à Blagnac. Il y en a une qu'on a livrée tout récemment, où l'opération a été, de notre point de vue, plutôt désastreuse du début à la fin, précisément parce que le maître d'œuvre et nous, on ne s'entendait pas, parce qu'on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes enjeux, on ne voulait pas la même chose, et vous imaginez bien que ça ne peut pas fonctionner. Et ça, malgré tous nos efforts, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien réussi à détecter au moment où on a fait la mise en concurrence. Et bon, on était dans un cadre contractuel qui était un peu fermé, donc on n'a pas pu faire les choses comme on souhaitait, mais chaque fois qu'on n'en a pas, on va passer beaucoup de temps justement à tester justement cette compatibilité entre nos méthodes, nos approches, nos attentes, celles de nos élus, et puis derrière, la manière dont fonctionnent les prestataires, juste pour être sûr qu'on ait la meilleure harmonie de travail tout au long de l'opération. D'où le fait, du coup, qu'on va aller regarder avec précision les réponses qui nous sont apportées et s'assurer que les candidats répondent bien à nos questions et pas juste amener leurs réponses, indépendamment de notre question. D'ailleurs, un exercice qu'on fait en formation, hein, mais je prêche un peu pour la paroisse d'ILO Formation, mais quand parfois on partage des documents et entre nous, on joue à faire un peu jury et qu'on va lire comme ça, parfois à haute voix, des réponses qui sont faites, vous êtes les premiers à dire « j'ai écrit ça » ou « non, c'est pas ça que je voulais dire ». Et finalement, quand on lit, on se dévoile d'une certaine façon, et donc soyez bien conscients que finalement, tout ce que vous écrivez transpire de vous et de la façon dont effectivement vous voyez les choses, les perspectives que vous donnez, en dehors de théorie sur l'architecture, mais sur les points auxquels vous répondez, voilà, on se décrit, on se dévoile, et même des fois sur 15 ou 20 lignes, il y a des différences extrêmement fortes entre les gens qui apparaissent finalement très vite. Donc,
Une fois qu'on a imaginé que voilà, donc vous êtes ou qu'on a validé, on va dire que vous êtes du point de vue des marchés publics compatibles, qu'on imagine que ça va pouvoir bien se faire, encore faut-il après pouvoir évaluer que vous répondez bien aux besoins. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de doute sur vos capacités, hein, non et que vous, on y arriverait, mais enfin, on va essayer d'identifier celui qui réponde, encore une fois, hein, le mieux au moment, le jour J, à ce qui est demandé. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne offre, hein. Donc, une bonne offre qui traite, alors toujours pareil, hein, je laisserai Quentin voilà, détailler ce point, mais une offre qui traite explicitement et clairement tous les aspects qui sont requis, et quand on dit tous, hein, c'est tous, une offre qui cherche à optimiser les réponses, une offre qui respecte le cadre de réponse attendu quand il y en a, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont listés, on s'attendrait à ce qu'ils soient traités, et idéalement dans l'ordre quand même, qui permettent d'une analyse comparative et pertinente. Voilà, quand on a 100 dossiers, il faut quand même qu'on puisse faire le travail. Une offre précise et une offre qui témoigne d'une vraie étude du dossier, hein, c'est-à-dire, encore une fois, c'est ma question, oui, mais c'est ma réponse. Non, non, c'est vous devez voilà, vous projeter finalement dans ce qui est demandé, et selon le point de vue, effectivement, on ne voit pas toujours la même chose. Alors, matériellement parlant, du point de vue de la réglementation, donc si je commençais par là, hein, quand vous allez sur les marchés, bon, à quoi vous êtes confronté? Ben, vous êtes confronté à des critères, hein. Donc, je vous ai mis, par exemple, sur un marché euh, récent, voilà ce qu'on a pu trouver. Vous savez que vous avez une valeur technique de l'équipe appréciée au vu des renseignements du cadre de réponse technique, hein, sur 25% ou 25 points. Donc, sous-décomposé, l'acheteur public a bien fait son travail pour que justement vous ne soyez pas pris en traître, avec ces 25 sous-décomposés en 15, 5 et 5, avec la qualité de l'organisation, mise en place au sein du groupement, présentation de l'équipe et des intervenants, mode de fonctionnement du groupement, l'organisation avec les autres acteurs de l'opération, le rôle du mandataire, les CV, répartition des missions. Donc, la cohérence de la répartition des prestations et la qualité de la réponse apportée sur la problématique du travail. Donc là, en l'occurrence, en site occupé, donc on s'attend à ce que sur le site occupé, vous ayez déjà un petit peu comment dire, une bonne compréhension des contraintes, en tout cas, de ce que ça peut vouloir dire. Et je ne vais pas tout détailler comment dire, les autres pourcentages, hein. Voilà, vous savez lire, vous avez vu, on va avoir 5 sur les délais et puis 30 sur les honoraires. Vous voyez que les honoraires, ça ne fait pas tout. Et si je reprends simplement le point 1, là, vous avez quand même dans ce qui est dit un certain nombre de mots, la qualité de l'organisation, c'est en gras, mise en place, donc qui est mise en place ou comment on se projette dans l'opération, la présentation de l'équipe, la présentation des intervenants, d'accord? Donc, on a des intervenants qui forment une équipe, c'est 2 niveaux, ça. On a un mode de fonctionnement du groupement, donc on se connaît pas, on a déjà travaillé ensemble, voilà, on est des fois éloignés ou pas. Est-ce qu'on peut vanter un peu les mérites de notre groupement pour faire sentir à l'acheteur que ce groupement-là, il a une solidité que peut-être d'autres n'auront pas mis en valeur. L'organisation avec les autres acteurs de l'opération, donc est-ce qu'on a bien identifié ce qui nous a été mis dans les documents du marché, et puis comment on se positionne par rapport à ça, puisque là, si c'est du site occupé, on va quand même avoir des interlocuteurs sur site, et donc voilà, on n'arrive pas en disant moi je vais faire comme ça, mais il y a quand même des contraintes à prendre en compte. Donc, vous voyez que finalement, même sur un item qui dit, bon, qualité, hein, organisation mise en place, alors on a tendance à le lire un peu vite, ça, et puis dire, ben voilà, comme d'habitude, hein, on va faire. On vous attend précisément sur tous les mots, hein, et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'items qui sont classés dans l'ordre et que dans la réponse, on s'attendrait à ce que sur l'organisation, on ait des sous-parties et des alinéas qui répondent très précisément finalement à ce qui est demandé. Parce qu'un critère, c'est pondéré, hein. Donc, vous avez la pondération, c'est évalué avec des notes et noté avec des points, c'est appréciatif, donc comprenne qui peut, hein, si on arrive à, dans votre réponse, aller chercher des points. Et finalement, là où vous serez le plus performant, c'est quand vous irez chercher les points sur ce qui est demandé, hein, tout simplement. C'est utilisé pour départager les offres et non pour se comparer à un cahier des charges, hein, puisque là, encore une fois, hein, quand on n'a qu'un seul archi, on est sur une île déserte, on va y arriver. Maintenant, là, il faut départager les gens.
Donc, il faut avoir celui qui a le plus de points sur l'item sur lequel on l'attend. C'est évidemment facteur de décision. Ça doit être détaillé et compréhensible de manière univoque par les candidats au niveau de ce qui est demandé. Et dans la réponse, pareil. Et donc, le respect de ces critères-là doit être expliqué et détaillé. Voilà. C'est uniquement ça qu'on vous demande. Versus les clauses, par exemple une clause, je sais pas, une clause de révision des prix, voilà, on vous demande pas de vous expliquer sur le point, c'est contractuel, c'est engageant, c'est contraignant, à date anniversaire ou au trimestre, on revoit sur les marchés de travaux, on révise les prix au mois, bon ben voilà, on révise les prix au mois et puis on pénalise en cas de non-respect, voilà, ça n'a pas spécifiquement toujours besoin d'être expliqué, mais c'est un peu plus coercitif. Mais surtout sur les critères qu'on vous attend, puisque c'est ça qui va faire la décision. Donc ça se matérialise comme ça, finalement, dans le règlement de consultation, en dehors de tous les documents qu'on vous a donnés, vous avez une espèce de grille de lecture qui vous est soumise et qui va devoir répondre à l'injonction de comment on évalue que vous répondez aux besoins, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de l'acheteur. L'acheteur. Alors là, on touche vraiment au cœur du débat, au cœur du problème, puisque notre objectif, c'est d'être en capacité de vous départager avec deux enjeux essentiels. Le premier enjeu, évidemment, c'est d'être certain de notre choix pour être sûr de recruter le cabinet qui va nous emmener au Nirvana, sachant qu'on est obligé de le faire sur la base d'un dossier strictement écrit. J'insiste sur ce point parce que c'est quand même la principale difficulté. Une prestation intellectuelle sur de l'écrit, c'est pas forcément toujours facile. Et deuxièmement, le deuxième enjeu essentiel, c'est qu'on doit être en capacité, sur la base des éléments qu'on a mis à votre disposition et de ceux que vous nous avez donnés en retour, d'établir que notre choix était objectivement le meilleur et que le cas échéant, si le juge est saisi de cette question, il sera amené à arriver aux mêmes conclusions que nous. Donc, on va être obligé de tirer des différents éléments que vous nous aurez mis dans l'offre, la décision de retenir le cabinet A plutôt que le cabinet B ou C. Et donc, pour ce faire, on va essayer de vous poser des questions qui sont de nature à nous permettre à la fois d'avoir des réponses qui soient aisément comparables les unes par rapport aux autres, et d'autre part, qui répondent bien à nos enjeux à nous. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté la dernière ligne sur la diapo que vous avez sous les yeux. Le fait que ça témoigne d'une vraie étude de dossier qui soit vraiment spécifique à notre marché. Il n'y a rien de plus chiant que de se retrouver avec des mémoires de 120 pages, très jolies, très bien marketées, avec des photos dans tous les sens, qui répètent la même chose que ce qui a été répété à tous les marchés auxquels vous avez répondu. Alors, je veux bien comprendre qu'on ne va pas faire un mémoire de 120 pages à chaque fois qu'on nous pose une question. Mais à la limite, nous, parfois, 3 pages, ça nous suffit. Mais 3 pages qui soient vraiment spécifiques à notre besoin et qui montrent en quoi est-ce que vous êtes l'opérateur économique qu'il nous faut, c'est ce qui va nous permettre de vous différencier des autres et de dire c'est avec lui qu'il faut qu'on bosse et on peut le prouver. Et la raison, cette raison essentielle, c'est de pouvoir avoir à la fois cette certitude et également la capacité de prouver ce sur quoi on fonde notre certitude. Du coup, on enrichit un petit peu l'écrit qu'on vous demande, et c'est pour ça que si on revient sur la diapo suivante, vous voyez que le critère numéro 1, par exemple, il est bien expliqué que c'est la valeur technique de l'équipe appréciée au vu des renseignements du cadre de réponse technique. Alors, ce terme, cadre de réponse technique, c'est quelque chose que vous devez rencontrer de plus en plus souvent. Avant, on parlait de mémoire technique. La notion de mémoire technique, en fait, souvent, elle était assez floue. On disait, on prendra un mémoire technique qui traitera de tel et tel point, mais on n'avait pas d'aspect formel. Et donc, du coup, on avait vachement de mal à comparer les offres les unes par rapport aux autres. Quand on avait 40 différentes avec des mémoires épais comme ça, retrouver ces petits et créer un rapport d'analyse, c'était quasi impossible. Donc maintenant, on a plutôt tendance, globalement, les acheteurs, à demander un cadre de réponse technique dans lequel on va décrire précisément ce qu'on attend de vous, critère par critère, sous-critère par sous-critère. Donc là, typiquement, si on voit le cadre qui est déjà bien détaillé, qui vous a été présenté par Hélène, en réalité, il est nettement moins détaillé que le cadre de réponse technique qui allait avec, qui, point par point, donnait tous les renseignements qu'on vous demandait de fournir. De sorte que derrière, on ait à la fois des offres très complètes, des offres très spécifiques à notre problématique, et surtout, des offres qu'on pouvait facilement comparer, avec donc des éléments qu'on pouvait juxtaposer pour dire, on voit bien que tel opérateur nous apporte une réponse plus pertinente pour telle et telle raison. On a la comparaison qui se faisait presque automatiquement dès lors qu'on avait X réponses
mais à la même question. Donc, là encore, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, mais répondez à ces questions. Rentrez dans le cadre, même si c'est chiant d'entrer dans un cadre qu'on n'a pas conçu, attachez-vous à le faire parce que, d'abord, ça va faciliter la tâche, donc ça va nous mettre de bonne humeur. Ensuite, ça va permettre une comparaison objective et la mise en valeur de vos points forts. Et pour terminer, il y a quelque chose qui ne s'écrit pas forcément, mais que vous comprendrez sans aucune difficulté. C'est que quand on fixe un cadre, on demande un type de réponse, on demande un ensemble d'éléments, et qu'on voit quelqu'un qui répond complètement à côté de la plaque et qui répond à ce à quoi il a envie de répondre, il n'est pas encore retenu, ce candidat. Déjà, il n'en fait qu'à sa tête. On imagine bien qu'une fois qu'il ne sera plus en concurrence et qu'il aura le contrat, tout le long du projet, ça va être un carnage. Donc, mécaniquement, ça ne va pas favorablement nous disposer. Donc, l'idée, c'est si on ne peut pas travailler ensemble, autant que se le dire de suite. Mais à partir du moment où nous, on a déterminé un cadre pour la réponse, s'y conformer, c'est quand même déjà avoir fait un pas décisif dans l'attribution du marché. Alors, on a validé que vous étiez fiable administrativement, techniquement. On a validé que vous étiez proactif et attentif aux demandes et en particulier attentif aux réponses qui sont, aux questions qui sont posées et globalement assez précis dans les réponses. Donc, si je reprends sur un marché hors concours, évidemment, enfin concours, on va le faire en plusieurs moments, mais on va valider, donc évaluer la validité administrative de votre réponse. Donc, on a les pièces administratives, ok, c'est fait. La candidature, donc la présentation de l'agence, du groupement, plus la partie administrative, ok, check, on passe au suivant. On va à un moment finir par regarder l'offre technique et fonctionnelle ou la proposition de projet telle qu'elle est détaillée, donc dans le mémoire, les cadres de réponse, comme on vous a dit, bon voilà, toute la partie vraiment opérationnelle. Et puis à la fin, évidemment, ça sera contrebalancé par une offre de prix ou de pourcentage. Voilà. Et puis quand vous pilotez les marchés de travaux, évidemment, ça se passe absolument comme ça. Et donc, on imagine que là, on a un dossier bien construit, c'est-à-dire que quand on a, parfois, vous voyez, hein, dans les marchés de travaux, vous avez la présentation de l'entreprise qui est déjà dans le mémoire technique, donc on n'y voit pas bien clair, voilà. Et puis parfois, les équipes, elles arrivent en paragraphe 5, donc on ne sait pas à qui on a affaire. Enfin, ça peut être un petit peu, des fois, mal rangé, voire on n'a pas les infos. Donc, on estime que c'est bien compris quand c'est à peu près dans cet ordre qui est à la fois qui est chronologique. Alors chrono parce que c'est dans l'ordre dans lequel on fait les choses, et puis logique parce que si vous avez à peu près le même sentiment que nous par rapport à ce qu'on vous a raconté, c'est finalement assez logique et on ne commence pas par le prix parce que ça ne veut rien dire. En termes d'achat. Donc, à partir du moment où vous avez un dossier qui paraît répondre finalement aux besoins qui a été proposé, on va encore avoir une petite certitude à vérifier, c'est que vous serez en mesure de respecter vos engagements. Parce que, alors moi, je sais bien faire, hein, les mémoires techniques, par exemple, j'accompagne les entreprises sur la réponse, donc c'est une partie de mon quotidien. Même quand je ne sais pas finalement de quoi je parle, j'arrive à faire des très bons mémoires. Mais après, derrière, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Et il y a quand même des indices qui permettent de repérer ces points. On fonctionne, bon, vous voyez, hein, les illustrations, c'est bon, les pénalités, les recommandés, les machins, les trucs, ça va 2 minutes, mais enfin, c'est mieux quand on arrive à s'entendre et construire. Donc, c'est quoi respecter ces engagements? C'est s'inscrire dans les limites, hein, par exemple financières du programme, s'engager à respecter des solutions fonctionnellement pertinentes, hein, aux problèmes qui ne manqueront pas de survenir, évidemment, et s'engager à dialoguer pour construire un marché durant toute sa durée. Donc, on sait qu'il va y avoir des soucis et simplement, on va attendre une posture et puis peut-être des engagements par rapport à ça. Alors, techniquement parlant, réglementairement parlant, eh bien, on va vous demander ou vous inciter, et je ne saurais que trop vous pousser à connaître les CCAG. Vous savez qu'ils ont été complètement refondus en 2021. Cahier des clauses administratives générales, donc administratif, hein, les conditions d'exécution du marché, c'est-à-dire on
on va avoir la forme des prix, les conditions de règlement, les avances, les acomptes, les délais de paiement, tout le dépôt des factures, le périmètre des prestations, les obligations d'assurance, les responsabilités, les garanties, là où ça commence, là où ça s'arrête, les conditions de livraison, comment on réceptionne, les pénalités, l'application de ces garanties, la vérification de ces prestations, etc., etc., jusqu'aux motifs de suspension, d'interruption, de résiliation, les dérogations aux standards qu'il va falloir lister. Bref, un CCAP qui a des clauses administratives particulières, en général, s'appuie donc sur une grosse partie du CCAG, qui est des clauses administratives générales, et vient particulariser, par exemple, les pénalités. On peut dire, voilà, c'est X euros par jour de retard, plutôt que d'appliquer une formule que le CCAG a donnée d'ordre général et qui est une règle de 3. Donc, on est plutôt sur la partie alors administrative, mais en fait d'exécution du marché. Donc ces CCAG, on vous invite à bien les connaître. Vous savez que vous avez des CCAG fournitures courantes, travaux. Alors, jusqu'à maintenant, ou jusqu'à l'année dernière, on va dire, encore que sur les marchés, par exemple, d'infrastructure, le CCAG, prestations intellectuelles, est pas déconnant du tout. Et puis, en avril 2021, est arrivé, alors poussé par la MIC, par le Conseil de l'Ordre, avec un travail de 3 ans qui a été fait avec différentes versions, etc., le CCAG, maîtrise d'œuvre, tout à fait taillé sur mesure, mais alors vraiment profilé pour la maîtrise d'œuvre, et donc applicable, on va dire, de manière définitive depuis octobre 2021. Donc, plus on connaît les règles, mieux c'est facile de jouer. Dites ça à un avocat, vous verrez, il confirme. Il confirmera. Donc, il faut bien connaître les règles et on a dans les CCAG un certain nombre d'indications de comment ça va se passer qui vous permettent d'aller plus loin dans vos réponses et de savoir un petit peu comment vous allez pouvoir matérialiser ces engagements généraux qu'on s'attend à ce que vous donniez. Et puis, quand vous connaissez les CCAG, vous savez aussi à quels impératifs et à quelles injonctions vous allez être soumis, ce que vous allez à faire. Et d'ailleurs, quand vous pilotez des marchés de travaux, je fais une aparté, mais souvent on se dit, ah ben, il n'y a rien marqué dans les documents. En fait, on fait référence à un CCAG travaux qu'on ne connaît pas, et dans le CCAG travaux, il y a énormément de choses. Il y a une énorme, très très large base contractuelle sur laquelle on ne s'appuie pas parce qu'on ne va pas la chercher, parce qu'on n'a rien précisé dans le CCAP. Dans le CCAP, il n'y a rien d'écrit, mais dans le CCAG qui fait référence, il y a quelque chose. Et très souvent, en fait, vous vous sentez démuni alors que finalement, la réponse, elle est dans les textes et que en plus, vous vous êtes appuyé dessus. Donc, ces CCAG, c'est vraiment important. Et donc, pour chaque marché, eh bien, il y aura un CCAP, c'est-à-dire pour ce marché, un certain nombre de particularités. Encore une fois, vous allez retrouver noir sur blanc ou parfois entre les lignes, mais des indices ou des indications fermes de qu'est-ce qui est peut-être le plus important, c'est-à-dire sur quoi l'acheteur public va insister. Quand on a des grosses pénalités, c'est que probablement il a très peur ou des gros enjeux derrière. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est pour faire comprendre l'idée que vous avez quand même un certain nombre d'indications qui sont données et que à partir du moment où il y a une indication forte qui vous est donnée, on s'attend à ce qu'il y ait une position qui soit donnée là-dessus, c'est-à-dire finalement une position de principe, une posture, une philosophie de travail, des engagements, donc pas sur la matérialité des semaines telles qu'elles vont se passer, mais comment vous travaillez pour qu'on puisse se dire, eh bien, on a quelqu'un en face qui a des engagements, qui s'engage sur des choses un petit peu précises et finalement, qui sait à quelle sauce il va être mangé et donc qui est plus à même de respecter ses engagements que si c'est en l'air, on dit, on répond, puis on verra bien. Quand on y sera, on avisera, on verra bien sur place, qui est quand même quelque chose qui est très répandu. N'est-ce pas, Quentin? Moi, je voudrais aborder cette partie-là du webinaire, pas tant sous l'angle de l'évaluation en amont, parce que finalement, le CCAP, il va s'appliquer de manière uniforme, quel que soit le candidat qui sera retenu. Donc, globalement, on va essayer de tester dans les questions qu'on vous pose dans le cadre de réponses techniques, votre aptitude de principe, votre aptitude théorique à vous inscrire dans notre approche et donc à pouvoir bien travailler avec nous. Mais là, surtout, où ça mérite qu'on s'arrête un instant, c'est ce qui se passe une fois que le contrat est signé, une fois que vous avez été retenu parce que vous avez bien écouté les conseils d'Hélène et que vous avez déposé un excellent mémoire technique qui vous a permis d'emporter le marché. Derrière, le marché, c'est le cadre contractuel, donc le CCAP et le CCAG auquel on a fait référence, sont ces deux documents qui ensemble forment le contrat.
Et ce contrat-là, nous, on va l'appliquer. Et si votre acheteur ne l'applique pas, eh bien, ça pourrait être retenu contre lui. Il engagera sa responsabilité. Mais, d'une manière générale, lui va appliquer le contrat. Et il va attendre de vous, évidemment, que vous le fassiez aussi. On a évoqué notamment les limites financières du programme. Vous imaginez bien qu'en particulier dans des périodes de tension financière comme celle qu'on traverse, un programme qui prévoyait une limite financière à 8,5 millions, quand déjà à l'APS on est à 9,8 millions, on sait que ça ne va pas bien se passer. On sait qu'on va se disputer. Et donc, évidemment, qu'en amont, on essaie de ne pas se planter, mais qu'une fois que le contrat est signé, on va chercher à travailler en construction avec l'opérateur économique, parce que c'est rarement c'est une danse qui se joue à deux. Alors que souvent, quand le projet dérape financièrement ou dans la durée, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, qu'on n'avait pas anticipées, qui n'étaient pas réellement anticipables. Et dans ces cas-là, il faut trouver des réponses, des adaptations. Ou alors, c'est des demandes qui sont venues se rajouter, parce que des fois, votre client aussi, il est chiant. J'en conviens bien volontiers. Et donc, il est venu vous rajouter des choses en plus. Et donc, il faut convenir que ça a des conséquences dans les délais et dans les coûts. Mais dès lors qu'on est dans une logique de dialogue constructif, on va rechercher des solutions. On va gratter d'un côté ce qu'on a perdu de l'autre, ou on va accepter l'idée que finalement l'enveloppe augmente parce que c'est la traduction de la vie normale d'un projet. Mais ce qui est important, par contre, c'est que tout ça se passe dans le cadre contractuel qui a été fixé. Et dès lors que vous ne respectez pas le cadre contractuel, l'acheteur public, il est en droit de prendre des mesures en refusant, par exemple, des documents et en exigeant de votre part que vous les repreniez jusqu'à ce que vous rentriez dans le cadre contractuel, ou alors, dans certains cas, en infligeant des pénalités, notamment dans le cas de retard dans le traitement de certains documents. Au-delà de ça, ce n'est pas simplement pour vous dire, regardez, on est costaud, on peut vous taper dessus parce que le contrat nous y autorise. C'est tout simplement parce que si on vous a retenu, c'est parce que vous aviez démontré votre capacité à tenir vos engagements pendant toute la durée du marché. Et que si on ne vous pénalise pas, si on ne vous sanctionne pas lorsque vous manquez à vos obligations contractuelles, eh bien, rétroactivement, on commet un délit de favoritisme parce qu'on vous laisse une marge de manœuvre supérieure à celle que pouvaient prévoir les autres candidats qui ont remis leur offre en tenant compte, par exemple, en intégrant éventuellement dans leur forfait de rémunération le fait qu'ils risquaient de payer des pénalités parce que les délais étaient intenables. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dès lors qu'on ne vous force pas à appliquer les engagements que vous avez souscrits au départ, on commet une faute parce que c'est sur la base de ces engagements-là qu'on vous a retenu. Vous aviez dit que vous pouvez sortir le projet dans tel délai, avec telle caractéristique, notamment financière, et que tout allait bien se passer, eh bien, il faut qu'on vous y tienne. D'accord? Sinon, cet engagement, il repose sur du vent. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va construire tout au long du marché. Et là-dessus, on va s'appuyer sur les textes applicables au contrat. Et les textes applicables au contrat, c'est le CCTP lorsqu'il existe, c'est votre offre, bien sûr, mais c'est avant tout le CCAP et le CCAG. Et donc, c'est super important que vous connaissiez bien le CCAG, et ce pour deux raisons. D'abord parce que c'est le contrat lui-même, donc si vous ne le connaissez pas, c'est quand même délicat. Je me souviens que la première fois que j'ai fait une formation à une entreprise, c'était une entreprise qui ne bossait qu'avec des collectivités territoriales et qui ne savait pas ce que c'était qu'un CCAG. Je dis, vous risquez d'avoir des soucis. Donc, et l'autre raison pour laquelle vous avez vraiment intérêt à bien connaître le CCAG, c'est parce qu'en fait, le CCAG maîtrise d'œuvre, il est employé par tous les acheteurs publics. Donc, une fois que vous en connaissez le contenu pour un client, ce sera quasiment le même contenu pour tous les autres clients. Et là, chaque fois qu'il y a des dérogations à ce texte que vous êtes réputé connaître et qu'on est réputé connaître, chaque fois qu'on prévoit des dérogations dans nos pièces particulières, eh bien, on a l'obligation de le mentionner. On le stipule à la fin de notre CCAP, on liste tous les articles qui dérogent au CCAG. Donc, comme ça, vous connaissez le document de base et vous allez directement chercher quelles sont les différences avec le texte que vous connaissez. Et d'ailleurs, quand on déroge au standard, ce sont des indices, puisque ça veut dire qu'on a une base standard qui a été établie, et là, l'acheteur, il vient vous dire « Ah, attendez, moi, j'ai des petites particularités, parce que là, je ne vais pas faire comme le standard il dit, je vais faire différent. » Donc, évidemment, ce sont autant de warnings ou d'indices, de choses qu'il faut lire et sur lesquelles il faudra évidemment rebondir dans les documents qui seront rendus pour dire oui, j'ai bien vu que là, il y avait des points de vigilance, il y avait des points d'attention, et donc c'est évidemment là-dessus en partie qu'on vous attend. Donc voilà, ça, c'est bien connaître les CCAG pour respecter ses engagements, et évidemment, chacun est tenu.
Donc, le CCAG, hein, ce n'est pas obligatoire hein, du point de vue réglementaire stricto sensu, mais en même temps, si, par exemple, pour vous dire, le CCAG, ça dit on travaille en jours, d'accord? Alors, les jours, ça peut être calendaire, hein, du lundi au dimanche, ça peut être des jours ouvrés, ça peut être du lundi au vendredi, ça peut être des jours ouvrables, du lundi au samedi, bon. Et alors, quand on dit, voilà, vous avez 100 € par jour de pénalité. Alors, jour, on va compter les dimanches. Puis vous allez dire, attendez, on ne travaille pas le dimanche, vous rigolez, bon. Donc, les jours, c'est quoi? Un mois, il y en a des mois, c'est le 29, des mois, c'est le 31. Comment on fait quand on est le 30 là? On est en retard, on n'est pas en retard. Bon. Donc, le CCAG, il donne toutes les définitions hein, de ce qui est applicable. Et puis, il dit que les jours, par exemple, de base, hein, c'est calendaire, c'est-à-dire du lundi au dimanche compris. Sauf que si on ne se réfère pas au CCAG, ça veut dire que quand on écrit des documents, alors l'acheteur public, il est tenu d'être hyper précis et de bien penser à dire en quel terme de jour il réfléchit, parce que sinon, si personne n'a rien dit, chacun croit que, et puis après, on est à l'amiable, et puis on est au milieu du gué et on patauge. Donc voilà, mais si le CCAG est prévu, ce qui est quand même le plus simple, parce que il y a beaucoup de choses dans les CCAG, évidemment quand on déroge, eh bien, il faut le spécifier. Donc, quand vous piloterez des marchés de travaux, c'est la peste ou le choléra. Hein, vous ne vous faites pas suer avec le CCAG, mais il faut être hyper précis. Ou bien vous vous référez à un CCAG, mais il faut bien le connaître parce que quand vous dérogez, vous avez l'obligation de le mentionner. Donc, dans tous les cas, de toute façon, on vous invite quand même à bien connaître les CCAG travaux et puis le CCAG maîtrise d'œuvre parce qu'il vous donne quand même un petit peu le goût de la sauce à laquelle vous allez être mangé. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les obligations légales. Donc, une fois qu'on est parti là-dessus, vous respectez vos engagements. Et donc, pour terminer, pour être dans le timing, dernier point, on va quand même pouvoir évaluer ou essayer d'évaluer que ce partenaire-là, qui nous paraît cocher un petit peu toutes les cases, il est bien compatible avec le développement durable. Alors, développement durable, aujourd'hui, hein, social, environnemental, économique. Alors, développement durable économique, aujourd'hui, hein, le capital, les investissements, enfin un certain nombre de choses, personne ne sait faire, pas très bien. Il y a certains acheteurs très spécifiques voilà, qui commencent à maîtriser un peu le sujet, mais de manière générale, ce n'est pas maîtrisé du tout. On n'est pas formé là-dessus, hein, donc on va laisser ça de côté. On a donc deux volets hein, de l'environnement. Quand je parle sous votre contrôle, mais de ce qu'on voit, c'est plutôt la partie environnementale. Donc là, l'environnement, de manière générale. Donc l'environnement, l'amont, hein, c'est-à-dire le prélèvement des ressources. Donc là, aujourd'hui, le biosourcé, les matériaux recyclables, etc. Donc l'amont, l'utilisation, combien ça consomme d'énergie, qu'est-ce que ça génère comme déchets, là, ce qu'on manipule, ce qu'on fabrique, ce qu'on fait. Et puis l'aval, c'est-à-dire les déchets, la recyclabilité, le recyclage, le retraitement, le réemploi, la réutilisation, etc. etc. Donc la partie environnementale. Et puis, on va avoir maintenant une partie sociale. Alors, quand on dit développement durable, hein, responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, dans la société, voilà, on a une partie humaine, donc c'est pareil, qui est plus ou moins… Alors, le code de la commande publique nous dit que les critères doivent être en rapport avec le marché, alors c'est sûr que des fois, ça complique un peu, mais là, aujourd'hui, on a des dispositions sociales, hein, vous avez ceux qui ont fait déjà des marchés, ont assez régulièrement vu des clauses sociales, hein, donc on oblige un peu l'entreprise à faire appel à des gens qui sont un peu loin de l'emploi, moyennant marché public et dans des conditions très encadrées. Et puis, donc ça, c'est des choses qu'on savait, mais qui sont un petit peu diffuses, alors qui ont pris un gros coup d'accélérateur ou un gros coup de tournevis, selon le point de vue, ou les deux, récemment, puisqu'on a tout un tas de réglementations là, qui sont sorties avec des décrets d'application qui sont sortis des fois tardivement, mais ça y est, on y est. Vous avez entendu parler des SPASER, hein, donc des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, qui étaient obligatoires à partir d'un volume d'achat de 100 000 €, donc pour 100 millions d'euros pour les collectivités, mais qui descendent à 50 millions d'euros en 2023. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui vont devoir commencer à réfléchir à ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Nous avons le plan national pour les achats durables, la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie solidaire, circulaire, la loi qui a un petit nom, hein, qui s'appelle la loi climat et résilience, qui rend obligatoire le recours au coût global, à l'utilisation de critères ou de clauses environnementales. Bref, tout un tas de réglementations, alors avec des
des décrets d'application et puis du prévisionnel aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettront en place en 2023, en 2024, en 2025, en 2026. Il y a déjà des choses qui ont démarré en 2022. Bon, tout ça est assez complexe et c'est pour ça que, encore une fois, hein, Lilo propose aussi des formations pour vous aider à y voir un petit peu clair dans tout ça. Les acheteurs publics, alors, sont pas toujours non plus hyper bien formés là aujourd'hui, pas hyper à jour, hein, de tout ça. Donc, mais sachez quand même que ça vient et pour le coup, on vous attend assez là-dessus parce que plus vous avez comment dire, des réponses ou en tout cas une posture assez claire par rapport à ça, plus ça va être facile finalement d'y voir clair par rapport aux injonctions qui sont faites aux acheteurs publics. Donc, dans le document, hein, puisque vous y avez accès, on vous donne un petit peu AGEC, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire, voilà, on vous donne climat et résilience, systématiser les considérations environnementales, systématiser les considérations sociales dans les marchés formalisés, hein, donc les gros marchés là au-dessus des seuils formalisés, puisqu'il faut quand même qu'il y ait si on vous oblige à prendre des gens qui sont dans l'insertion sociale, il faut qu'il y ait un volume d'affaires qui soit suffisant pour que cette charge soit quand même supportable par l'entreprise qui est contrainte. Donc, c'est forcément des gros marchés, hein, c'est assez logique. L'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone dans 25% des rénovations lourdes des constructions, avec des délais d'application qui sont progressifs jusqu'en 2030. Donc, voilà, on a un petit peu le temps de s'organiser, quoique, il y a un certain nombre de points qui sont déjà en place. Voilà, donc je ne détaille pas forcément toutes ces lois, mais sur AGEC, hein, vous avez un objectif, hein, que les producteurs, importateurs, distributeurs des produits financent leur fin de vie avec des filières qui sont créées. Alors, des choses qui ne vous concernent pas, les produits du tabac, les jouets, vous avez vu, hein, les touillettes maintenant en plastique, c'est interdit. Il y a tout un tas de trucs, là, les textiles sanitaires à usage unique, on y fait la chasse, bon, tout ça. Et puis, quelque chose quand même qui arrive dans vos métiers et vos contraintes, qui sont que les produits ou matériaux de construction du bâtiment font l'objet aujourd'hui de filières. On va préconiser la réutilisation, le réemploi. Et donc, eh bien, ça veut dire aussi que l'acheteur public, alors, je donne un exemple, dans un aménagement, on peut avoir du mobilier, par exemple, d'occasion, c'est super, sauf que si l'acheteur public, évidemment, il vous demande les notices en français du matériel neuf, ben, on ne les aura plus, parce que les notices, elles ont été sorties du carton quand on a monté les meubles, mais clairement, on ne les avait pas gardées. Donc, c'est aux acheteurs publics aussi d'être un petit peu plus souples sur ces points-là, mais ils vont s'y mettre. Il faut bien avoir conscience qu'ils vont s'y mettre, parce que d'abord, la loi les y oblige, et puis qu'in fine, bon, il y a des erreurs aujourd'hui qui sont un petit peu faites. Les filières, elles se mettent en place, mais on n'y est pas complètement, hein. C'est-à-dire qu'on voit même aujourd'hui, j'ai vu un peu plus tard qu'hier sur Facebook, quelqu'un qui dit, voilà, on démolit un truc, il y a des tas de matériaux d'isolation qui sont en super bon état, un petit peu genre qui n'en veut, quoi. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, on va pouvoir réutiliser. Maintenant, encore faut-il pouvoir les stocker, voilà, faire les contrôles, etc. Donc, tout ça est en train de s'organiser, mais avec un gros coup d'accélérateur. Donc, il faut que vous soyez en veille sur ces sujets, un petit peu averti, ça serait mieux, et puis objectivement capable d'avoir une posture par rapport à ces points, pour pouvoir dire à l'acheteur que quand les délais finalement, les décrets d'application diront voilà, 2023, il faut s'y mettre, eh bien qu'on ait la certitude que vous soyez prêt et que vous sachiez déjà ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu, et que quand vous ferez les projets, quand vous piloterez les cahiers des charges sur les marchés de travaux, eh bien on est bien et les injonctions techniques et les critères qui soient en place pour ne pas mettre votre acheteur en défaut par rapport à ses obligations légales. Voilà. Globalement, c'est un peu le tableau. Voilà. Par rapport au support après, vous voyez, on avait fini, on posait question. Donc, Quentin, sur ces points-là, alors j'ai mis un peu des bémols, sachant qu'il y a des collectivités, où il y a des acheteurs, où il y a des services, où il y a des structures qui sont plus avancées que d'autres. On va dire certaines qui sont moins avancées
D'autres, je ne sais pas trop Très comment. clairement, on ne boxe pas tous dans la même Ah catégorie, ouais. mais ce qui est normal, puisque voilà, en fonction de la taille de la collectivité, on peut avoir une ingénierie dédiée ou non. À Blagnac, on a cette chance d'avoir une forte ingénierie, donc avec notamment une direction du développement urbain durable qui est très branchée performance environnementale des travaux. Et qui voilà, a commencé et même comme ça, ils se sont emparés du décret tertiaire, parce que là, on n'a parlé que de ce qui avait un impact marché public, mais parce que vous connaissez mieux que moi les autres textes qui sont applicables à vos domaines d'intervention, et en particulier voilà, le décret tertiaire ou la RE 2020, qui changent radicalement la manière de travailler, et dont on sait aujourd'hui que ça va être difficile de tenir les délais parce que les filières économiques ne sont pas encore structurées. L'idée, c'est d'essayer de faire au mieux jusqu'à ce qu'on puisse faire bien. Ce qui est important derrière cette avalanche de textes qui viennent de vous être égrenés, c'est que vous réalisez bien qu'il y a des enjeux derrière sur lesquels nous, en tant qu'acheteurs publics, on n'a plus le loisir d'accepter notre ignorance. Même si on ne maîtrise pas, on a de toute façon l'obligation d'exiger une réponse à toutes ces questions. Et donc, on a besoin de travailler avec des experts, parce que ce n'est pas notre cas, on a besoin de travailler avec les experts que vous êtes pour intégrer justement à nos engagements en matière sociale, en matière environnementale, intégrer des choses qui soient réalistes, qu'on puisse accomplir, et puis derrière, nous aider à produire les résultats et les documents qui sont attendus de nous, parce que vous voyez, on a un paquet de textes à mettre en œuvre, derrière lesquels on ne pourra pas courir très longtemps, notamment parce que même si un certain nombre de ces textes ne donneront probablement pas lieu à des sanctions, vous n'avez pas respecté, par exemple, les pourcentages de produits issus du recyclage ou de la réutilisation dans vos constructions. Par exemple, je crois que c'est sur les modulaires, on a une obligation à 20%. Et quand on fait des modulaires, c'est 20% de réutilisation ou d'emploi. Si on ne les atteint pas, pas de sanction derrière. On n'aura pas d'amende, il n'y a rien qui soit prévu. Par contre, on doit produire les chiffres exacts de nos résultats. Et derrière ça, ça veut dire qu'on s'expose à ce que la population questionne les acheteurs publics sur la manière dont ils ont opéré leur choix. Et je peux vous garantir que les réseaux sociaux des collectivités territoriales ne travaillent en ce moment qu'autour de ces questions, notamment de la performance environnementale. Voilà, pourquoi est-ce que je suis passé à 20h et telle lumière était allumée? Là, par exemple, je pense que demain, on aura droit à des commentaires parce que les gens passent à 20h et voient qu'il y a encore un bureau allumé. Ils vont se dire que peut-être il n'y a personne dedans et qu'on perd de l'énergie pour rien. On est questionné, interpellé très régulièrement, et donc on a l'obligation d'être aussi exemplaire que possible, parce que derrière, on sait qu'on est attendu au tournant. Et donc, bien évidemment, on va compter aussi sur ce partenaire particulier que vous êtes en tant que maître d'œuvre pour nous aider à être en phase avec nos obligations, à être capable de proposer des réponses qui soient à la fois réalistes, compatibles avec le niveau de maturité des filières économiques et qui, malgré tout, s'inscrivent dans les plans de progrès qui nous sont imposés par l'État parce qu'il y a une urgence écologique devant laquelle personne ne peut valablement prétendre qu'on a le temps de voir venir. Alors voilà, maintenant c'est à vous. Alors, Boris a demandé si on a abordé l'aspect BIM, à quoi j'ai répondu que là, spécifiquement comme ça, brut, non, mais que précisez votre question et peut-être qu'on peut répondre là-dessus. Ma question, alors Thierry Fonvieille, vous signalez une mise en concurrence simplifiée sous le seuil des 40 000 pour les marchés maîtrise d'œuvre et sous le seuil des 100 000. Est-ce que la mise en concurrence est vraiment obligatoire ou fortement conseillée? Ne peut pas-on retenir un candidat directement sans mise en concurrence? Là-dessus, la réglementation est particulièrement explicite et la doctrine l'est tout autant pour être certain qu'il n'y a aucune obligation de publicité de mise en concurrence. Mais il y a toujours le principe les principes fondamentaux de la commande publique, transparence, égalité de traitement, liberté d'accès. Et donc, après, c'est une question d'acheteur. Si vous avez déjà l'opérateur économique parfait et que vous êtes capable de coucher par écrit pourquoi est-ce que c'est cet opérateur économique et aucun autre, du coup, pas la peine de s'embêter à consulter, dans ces cas-là, il n'y a pas d'obligation. Mais comme toujours, c'est de l'argent public qu'on manipule. Donc, quand on est à 20, 25, 30 000 euros, ce n'est pas une somme qui est négligeable. Et donc, on va quand même nous demander pourquoi est-ce qu'on travaille avec Pierre plutôt qu'avec Paul.
Et c'est pour ça que dans l'immense majorité des cas, on s'obligera à partir de, alors ça dépend des collectivités, il y en a c'est 4 000, 5 000, 10 000 euros, on s'engage à faire au moins un minimum de mise en concurrence où on va aller solliciter des opérateurs, ce qu'on appelle peut-être un peu vulgairement des consultations sur devis. Très clairement, quand on cherche un archi, c'est pas un devis qu'on lui demande, hein, c'est plutôt une réponse architecturale. Mais on va aller consulter 2-3 opérateurs pour montrer que celui qu'on retient in fine semble bien être le mieux adapté à nos besoins. Pas d'obligation, mais dès lors qu'on manipule de l'argent public, bah, je ne sais pas si vous, dans vos cabinets, quand vous faites un chèque de 30 000 euros, vous le faites sans aucune mise en concurrence comme ça au feeling parce que vous savez que vous avez le bon, ou si parfois vous allez demander le 3 devis contradictoire. Bah, imaginez ce qu'on a, nous, comme principe à respecter quand on manipule de l'argent public. Une bonne réponse que j'ai faite où j'ai dit tout et son contraire, mais parce que c'est comme ça que… Après, quand on a des finances ou pas, bon, quand on achète même des fournitures, etc., si je sais pas, je fais du crépi, eh ben, on connaît tous le prix au mètre carré du crépi. Donc, si j'ai un prestataire que je connais, qui est dispo, qui me répond dans les temps et qu'il est calé sur les tarifs du marché, sur les conditions du marché, je n'ai pas besoin forcément de faire une mise en concurrence. Après, sur des choses pour lesquelles on n'a pas, soit on n'a pas de prix, soit on ne sait pas sur un projet finalement ce qu'on peut attendre, effectivement, la charge de la preuve est du côté de l'acheteur public. Donc, s'il n'y a pas de mise en concurrence, sur quoi on se base quelque part? Donc, on est obligé normalement de pouvoir justifier qu'effectivement, c'est pas pour faire court du copinage, c'est pas parce que c'est mon cousin, c'est pas parce que je le connais, c'est pas parce que j'ai pris des pots de vin derrière. Donc, comment on le sait? Voilà. Posez-vous la question de… Souvent, d'ailleurs, hein, par rapport au marché public, quand vous vous posez une question, la question, on se la pose en creux, en négatif, c'est-à-dire on ne se demande pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire, on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, justement. C'est-à-dire que, est-ce que quand je vais toujours vers le même et que je ne regarde pas ce qui se fait autour, est-ce que par hasard, je ne ferais pas un petit peu, j'irais pas à l'encontre finalement de la liberté d'accès à la commande publique, puisque finalement personne n'est prévenu. Est-ce que je fais une bonne utilisation des deniers publics? Voilà. Si la réponse est oui, ben, ok, et que je peux le prouver, parfait. Si la réponse est ben, du coup, c'est pas évident, ben voilà, vous savez que du coup, on n'est pas dans les clous. Donc, le code, il ne dit pas tellement vous devez faire ça, 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 ça à la ligne. Il vous précise aussi les grands principes que vous devez respecter. Et donc, on met en place ces outils pour respecter ces principes. Et ça peut se faire de différentes façons. Acheter une imprimante, vous avez le prix à la FNAC, vous savez combien ça vaut, vous êtes livré. Vous n'avez pas besoin de faire 45 devis de tous ceux qui peuvent vous vendre une imprimante. Vous savez combien ça coûte. Donc, à partir du moment où vous avez les bonnes conditions, un seul fournisseur peut suffire. C'est un peu, pour l'architecture, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est le même principe. Le fait de mettre en concurrence, y compris quand ce n'est pas absolument obligatoire, c'est aussi un peu le seul moyen que vont avoir les petits nouveaux pour rentrer dans le game. Parce que sur les petits marchés, on ne va pas regarder, par exemple, on ne va pas demander 52 références. Par contre, on va peut-être essayer d'aller chercher de la créativité, de l'initiative. Nous, c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à avoir des nouveaux opérateurs et que du coup, ces opérateurs-là se font les premières références qui vont pouvoir ensuite présenter dans le dossier un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. Voilà, c'est comme ça que ça se construit. Mais je voudrais appuyer un tout petit peu sur ce que vient de dire Hélène, sur la particularité du droit de la commande publique, c'est qu'à la différence de beaucoup d'autres branches du droit, et en particulier du droit public français, où, en gros, hein, on décrit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui se passe si vous ne le faites pas. Le code de la commande publique, il est écrit avec du sable, où il est écrit sur du sable. On nous dit, voilà, les principes, les objectifs, c'est l'efficacité de la commande publique et le bon emploi des données publiques. Et pour ça, on va respecter des principes généraux, des principes fondamentaux qui sont applicables à tous les marchés dès le premier euro. Et il n'y a qu'une toute petite fraction des marchés publics dont les procédures aient été structurées, ce sont les fameuses procédures formalisées qui représentent à peu près 25% de la commande publique, hein, pas plus, en nombre de procédures, et qui encore ne fixent que des dates et des délais. Mais pour tout le reste, en fait, il y a un très grand flou, et c'est tout ce qui fait le sel de notre métier, c'est de savoir qu'à chaque fois, on engage la responsabilité de l'acheteur, et que le juge va vérifier si les moyens qu'on a alloués à nos objectifs étaient adaptés. Et donc, à chaque fois, on va dire, est-ce que ce que vous avez fait, c'est de nature à permettre de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique?
Et donc, à chaque fois, il faut qu'on essaie de trouver la bonne réponse, qu'on se pose, nous, la question de qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à notre objectif, et que derrière, la réponse qu'on propose à cette question, le juge la considère comme adaptée. Il ne se fonde pas du tout sur le résultat. On peut avoir trouvé le meilleur opérateur du monde. Si le cheminement qui nous a conduit là n'était pas le bon, le marché sera censuré, ce qui a notamment donné lieu à une des jurisprudences les plus emblématiques de l'achat public moderne, l'arrêt Louvre 2 de 2005, sur un marché de programmation sur l'antenne du musée du Louvre qui devait s'établir dans la ville de Lens. Vous avez trouvé un super opérateur économique, mais ça n'avait pas fait de bon niveau de pub, et le marché a été censuré. Et donc nous, on est un petit peu toujours en train de surfer avec ces objectifs qu'il faut qu'on réussisse à définir et ces moyens qui doivent être correctement dosés. Et c'est ça qu'on essaie de sentir quand on bosse avec vous et quand on travaille sur vos offres, qu'on échange avec vous dans le cadre des négos. Alors Thierry nous dit, donc, dans le cas où le CCAG n'est pas mentionné ni fourni dans le DCE, doit-on se référer exclusivement au CCAP ou sans tenir compte du CCAG? Alors, premièrement, le CCAG n'est jamais fourni. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui s'applique en référence. C'est comme quand vous avez, je sais pas, un contrat de travail, c'est l'équivalent de la convention collective, c'est-à-dire que ça donne voilà, tout ce à quoi vous avez droit et comment ça doit se passer, mais jamais on fournit une convention collective quand on fait signer un contrat de travail. C'est le même genre. Vous avez un peu ça dans les assurances, vous demandez un devis, voilà, mais on ne vous donne pas toujours les conditions générales. Il faut penser à les demander, regarder un petit peu, ça trace un peu les exclusions. Mais voilà, c'est jamais fourni dans un DCE, c'est mentionné. Alors effectivement, si aucun des documents du marché sur le principe ne se réfère au CCAG, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est contractuel, donc le CCAP, effectivement, et on devra se contenter de ce qui est écrit, et il y a fort à parier qu'on sera à l'amiable sur un certain nombre de points. Alors là-dessus, il y a une décision de justice qui a validé le principe du recours implicite au CCAG le plus pertinent. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, pardon, on vous dit, faites pas comme si vous n'aviez pas vu quand même que ce dont on parle, c'est des choses qui sont connues et que, voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, c'est pas comme ça que je l'interpréterais en tout cas, c'était plutôt de dire l'objectif, c'est la continuité du service public qui nécessite donc la continuité contractuelle. Donc, si le CCAP est incomplet, parce que par défaut, nos CCAP se font en miroir du CCAG, donc quelqu'un qui oublierait de citer le CCAG, en fait, son contrat est forcément incomplet. À moins qu'il ait délibérément fait un CCAP épais comme ça, dans lequel il y a tout, dans ce cas, tant mieux pour lui, mais sinon, généralement, les documents étant incomplets, on va aller chercher ce qui semblerait la référence la plus adaptée pour permettre de trouver une solution contractuelle et donc de ne pas rentrer directement dans la transaction, dans le quasi-délictuel, dans des procédures qui sont plus contraignantes et moins sécurisantes pour tout le monde et qui conduisent à un moins bon emploi des deniers publics. Qu'en général, quand même si le CCAG n'est pas cité, le juge considère qu'on pourra s'y référer même s'il n'a pas été explicitement cité. Partez du principe que de toute façon, s'il n'est pas cité, c'est un oubli. Sauf à ce que vous trouviez tout le contenu du CCAG dans le CCAP. Dans ces cas-là, c'est peut-être parfaitement délibéré. Ça m'est arrivé une fois de faire ça parce que j'avais besoin de mixer deux CCAG. Donc du coup, j'ai pris toutes les clauses dont j'avais besoin et j'ai fait qu'un seul document qui se réfère à rien. Et ça m'est arrivé une fois en 20 ans de marché. Dans l'immense majorité des cas, si le CCAG n'est pas cité, c'est un oubli, mais sachez que malgré tout, le CCAG pourra trouver à s'appliquer, notamment s'il permet de vous sortir d'une situation. Absolument. Alors après, ça c'est une question pour vous, Quentin, Frédéric, qui dit, est-ce qu'il est facile pour un architecte de vous rencontrer, vous ou un acheteur public en général, pour se faire connaître? Est-ce qu'il est judicieux ou vain? Et que conseilleriez-vous? Alors, pour rencontrer un acheteur public, d'abord, cette même notion d'acheteur public, c'est quelque chose qui est très récent. Ça renvoie justement au fameux arrêt de 2005 dont je vous parlais à l'instant. Quand on parle d'acheteur, c'est pour faire la différence avec les responsables marché public. L'acheteur, c'est celui qui est en contact avec le fournisseur. Une notion qui est assez jeune chez les acheteurs publics. Aujourd'hui, on est vraiment sur une logique où on rencontre les fournisseurs. On rencontre les opérateurs économiques, on va sur des salons exprès, on fait des journées B2B exprès pour rencontrer des opérateurs économiques. Donc moi, je vous dirais, de mon point de vue, c'est toujours pertinent de se faire connaître, notamment si vous voyez, par exemple, une collectivité, vous voyez qu'elle fait des chouettes projets et vous aimeriez bien collaborer. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut être une bonne manière de commencer à faire connaissance. Là encore, je reviens sur des choses que
vous ne retrouverez pas écrites dans les contrats parce que ça ne s'écrit pas. Mais on parle de prestations intellectuelles. J'insiste là-dessus, quand on passe un marché de prestations intellectuelles, ce qu'on loue, c'est un cerveau. C'est un cerveau bien particulier. Ce n'est pas une prestation de service classique qu'on pourrait répliquer avec des opérateurs économiques différents. Quand je prends une prestation de contrôle technique de véhicule, quel que soit l'endroit où je vais, peu ou prou, ce sera la même chose. Prestation intellectuelle, par définition, c'est sur mesure. Donc, mieux on connaît l'opérateur économique, mieux on a pu sentir sa manière de réfléchir, de construire quelque chose. Et plus cette façon de construire les choses est en phase avec ce qu'on attend, plus on aura envie de bosser avec. Et donc, pour le coup, si on a un petit marché qui va nous permettre de tester, justement, d'éprouver cette théorie sur laquelle on pourrait bien bosser avec telle ou telle personne, on va aller le faire à ceux qu'on a rencontrés et vis-à-vis desquels on est curieux. Absolument. D'où l'intérêt, en tout cas quand vous travaillez sur la partie « je réponds à des marchés », justement, de ne pas se contenter de faire, comme on voit encore assez souvent, malheureusement, des réponses administratives, c'est-à-dire que vous vous appliquez à faire des DC1 encore ou des DC2 en alignant bien les trucs, en mettant bien en gras, etc. Voilà. Et puis, vous nous mettez le chiffre d'affaires, vous mettez les 3 références dans le cadre qui sont demandées là, et puis après, derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et quand on regarde voilà, comment les partis pris peut-être que de philosophie que vous avez, on a parfois des grandes tirades hein, sur le bonheur de l'archi. Je me moque hein, souvent des archis, mais j'aime bien les, les grandes tirades sur l'architecture, l'usage des bâtiments, tout ça. Bon, c'est génial, mais c'est un petit peu général et après, ça mériterait d'être personnalisé. Et ces trucs-là peuvent tout à fait être un support de communication avec les services commandes publiques, c'est-à-dire que c'est une forme de plaquette qui vous fait connaître, mais qui est déjà typée un peu marché public, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent un certain nombre d'indications qu'ils ont besoin d'avoir, c'est-à-dire voilà, les équipes, où est-ce que vous êtes, et donc c'est un bon outil aussi de support une fois qu'on s'est rencontrés ou en préambule ou à faire passer déjà pour attirer un petit peu l'attention et ensuite pouvoir se rencontrer, d'avoir quelque chose qui est formalisé, un peu typé candidature déjà quelque part, vous voyez, avec où voilà, vous décrivez bien, finalement, vous éclairez bien le cheval sous tous les angles, et donc ça, c'est assez intéressant de le faire comme il faut. Ça peut être aussi l'occasion de montrer ce qui vous distingue. Parce que souvent, en fait, chaque cabinet se construit autour d'une culture, d'une approche, d'une lecture de la profession qui ne transparaît pas toujours quand elle est noyée dans un mémoire fleuve. Et parfois, voilà, échanger avec vous ou avoir un petit document de synthèse qui montre le petit plus, la petite spécificité qui fait que si jamais nous, on détecte une mission qui serait mieux traitée avec cet angle de lecture-là, pour le coup, on se dira, tiens, eux, je pense que ce serait pas mal. Mais c'est vrai que cette information-là, parfois, elle est un peu noyée, on a du mal à la retenir. Bon, si je prends la ville de Blagnac, on a à l'année, on a 1500 fournisseurs à l'année. Vous imaginez bien, ces gens que je parle que ceux avec qui on travaille. Le principe, c'est qu'en moyenne, on est sur 4 à 5 prospects par fournisseur. Il faut réussir pour nous à distinguer, voilà, à retenir des gens qui nous marquent, parce que voilà, quand on a 7500 fournisseurs à connaître, il y a des détails qui peuvent nous passer à côté. Alors, des questions en dehors des remarques qui ont été faites là, sur les budgets, toujours, ça c'est grand sujet dans les marchés. Mais Ouais, je vais quand même dire un mot à David et Jean-Philippe, s'ils sont encore des nôtres. Il n'y a pas de réponse unique, hein, on ne fonctionne pas tous de la même manière, d'un acheteur à l'autre, on peut avoir des lectures un petit peu différentes. Je ne suis pas sûr qu'un candidat aujourd'hui écarté puisse dire exactement pourquoi est-ce qu'il a été écarté et faire le type de corrélation cause-conséquence que vous faites. C'est peut-être le cas, j'en sais rien. Mais j'en suis pas sûr, je ne suis pas sûr que vous ayez tous les éléments pour le faire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, on vient de finir le traitement d'un marché de maîtrise d'œuvre, dans lequel le seul candidat qu'on va écarter, c'est celui qui nous a vendu au prix de l'enveloppe un projet qui, en réalité, quand on l'a fait rechiffrer par notre économiste, coûtait 1,5 million de plus. Et donc, du coup, ce candidat-là, on ne va pas le garder parce qu'il nous a pris pour des cons. Par contre, ceux qui nous ont dit clairement « l'enveloppe ne passe pas et regardez à combien on arrive », eux, on va continuer à bosser avec eux. Voilà. Donc, l'exemple que je vous donne n'a pas d'autre valeur que celle d'un exemple.
Il n'y a pas de règle unique et d'un acheteur à l'autre, les choses vont se passer différemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les candidats qui flûtent sur la valeur d'un projet, en nous prétendant qu'un projet rentre dans l'enveloppe quand en fait il n'y rentre pas, on est en capacité de le déterminer. Et quand on y arrive, évidemment, là encore, ça crée plus de difficultés que ça n'en résout. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une approche à privilégier. En tout cas, pas frontalement. Des questions? D'autres points qui auraient pu appeler des réflexions de votre part? Je crois que tout le monde a envie d'aller dîner là. Ouais, c'est... Hilo, Gaëlle, Bien sûr, je suis là. Je vous ai écouté. C'était passionnant, grandement passionnant. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, Quentin Dor et Hélène, parce il y que a vraiment... une dernière petite question Ah, de eh bien, Chloé très bien. qui se lance. Que doit faire la maîtrise d'ouvrage si une équipe d'architectes a été retenue avec un seuil d'honoraires qui est en dessous des 40 000 et voilà, après la vraie vie fait son travail et les montants des travaux augmentent? Mais là, Chloé, vous mélangez deux choses. C'est les honoraires et le montant des travaux. Ce n'est pas parce que le montant des travaux augmente que les honoraires vont augmenter. C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait que le taux indicatif de rémunération, c'était une indication. L'archi, conformément à la loi MOP, il est payé au forfait. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation. Il y a une corrélation quand la charge de travail exigée par le programme évolue, parce que le programme évolue. Dans ces cas-là, il pourrait y avoir un impact sur les honoraires. Mais sinon, si après le diable, le montant des travaux augmente, ça n'induira pas nécessairement d'augmentation. Mais supposons qu'il y ait, pour des raisons qui sont complètement indépendantes de l'architecte et qui sont liées à des variations de programme, une augmentation significative des travaux qui engendre la bascule au-dessus du seuil, ma foi, au moment où la consultation a été lancée, elle l'a été sur la base d'éléments qui étaient sincères et honnêtes. Donc, ce n'est pas grave. On peut passer au-dessus des 40 000. C'est possible. Ça ne vicie pas tout. Maintenant, la question, c'est quels sont les paramètres qui conduisent à revoir le seuil des honoraires au-dessus des 40 000 euros. Et je vous le dis, il n'y a pas de corrélation entre le coût des travaux et la variation des honoraires de maîtrise d'œuvre. Et puis, quelque part, si je me place du côté des fournisseurs, vous avez une commande, hein, honorez-la. Hein, c'est-à-dire que si l'acheteur a fauté, c'est son problème, il se débrouille après. Donc, vous, on vous commande, faites. Hein. Voilà, bon, c'est un petit peu... mais bon, il y a du vrai. Alors, du coup, on a dit qu'on clôturait les questions pleuve. Alors, est-ce qu'il est possible d'utiliser des références de projets réalisés avec un ancien bureau en tant qu'ancien salarié? Si on a des savoir-faire en fait, hein, dans une entreprise, donc les gens y bougent avec un certain savoir-faire, la compétence on l'emporte avec soi, reste à ne pas vendre des choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire ne pas utiliser pour une agence des références qui ne sont pas les siennes, mais simplement être très très clair sur qu'est-ce qu'on a fait, à quel moment et quelle est la compétence qu'on a apportée en tant que. Il n'y a pas de mal à être honnête, encore, il faut que ce soit pertinent, mais surtout, ce qui n'est pas possible, c'est de s'approprier des références qui ne sont pas les vôtres en tant qu'entreprise. Ça, il ne faut clairement pas faire. Maintenant, avoir déjà travaillé sur des projets et dire en quoi ou dans quelle mesure on a travaillé, et finalement pour le compte de, mais quand même on a fait le boulot, il faut que ce soit extrêmement clair, c'est tout, hein, je ne sais pas, Quentin. Alors, pardon, je suis resté bloqué sur une remarque de Jean-François sur la loi MOP. Et en fait, voilà, donc je suis bloqué là-dessus. Donc là, je suis obligé d'intervenir. Non, Jean-François, absolument pas. La loi MOP ne prévoit absolument pas de rémunération pourcentage. Elle prévoit explicitement une rémunération forfait et uniquement au forfait. Ce à quoi vous faites référence, ce n'est pas du tout la loi MOP. C'est le guide de rémunération proposé par l'AMIC, qui est un guide indicatif qui permet de déterminer quel est le forfait initial adapté aux négociations pour un marché de maîtrise d'œuvre. Mais ça n'a aucune valeur contractuelle, donc faites très attention. La seule chose sur laquelle vous soyez engagé, c'est le forfait, précisément parce que c'est tout l'enjeu de la maîtrise d'œuvre publique. Oui. Alors, oui, l'assurance décennale est conditionnée sur un montant des travaux. Oui, bien sûr, sauf que en fait, vous avez
comment dire, déjà, on n'est pas obligé d'avoir la décennale qui couvre la totalité au moment où on répond, puisque certaines fois, comme ça coûte un bras, hein, soyons clairs, et on va aller chercher la couverture quand on a le marché, et puis après, quand on a comment dire, les commandes qui se mettent en place. Donc, ça peut évoluer. Il faut être couvert pour ce qu'on fait, mais on n'est pas obligé d'être couvert sur un montant de travaux qu'on ne connaît pas puisque ça va évoluer d'entrée de jeu. Ça, l'acheteur public, il le vérifie, l'assurance et la couverture, et normalement, on est vigilant sur ces points, justement, et donc, c'est peut-être aussi dans les indications qu'on va avoir de vérifier la fiabilité, justement, ou la capacité à faire, et peut-être à évaluer, et peut-être à supporter un projet d'envergure un peu plus grande d'une entreprise au regard de ses couvertures, justement. Paul interagit. Il a répondu, Hélène et Quentin. Et oui, il est important que l'enveloppe initiale soit cohérente pour tout le monde. Tout le monde, absolument. Pour tout le monde. Mais des modifications n'entraînent pas de distorsion de cohérence. C'est autre chose. De même, Quentin, Chloé indiquait, répondait, c'est le cas, il y a une modification de programme de la part de la MOA. Après, je ne vais pas faire une étude de cas parce que mes tarifs ne sont pas les mêmes, mais tout dépend de l'ampleur de cette modification de programme. Mais si c'est une modification de programme qui est voulue par la maîtrise d'ouvrage et qui, en l'espèce, au-delà d'augmenter, là encore, je répète, le montant des travaux. Si demain, en tant que maître d'ouvrage, je décide de remplacer un sol en béton par un sol en marbre, le coût ne va pas être le même. Est-ce que pour autant, ça bouleverse l'économie initiale du marché de telle sorte qu'on doive revoir les honoraires? Je n'en suis pas convaincu. Alors peut-être que mon exemple est idiot. Je ne suis pas hyper fort en bâtiment, mais vous avez compris le principe. Quand je dis qu'il n'y a pas de corrélation, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'effet. Je dis juste qu'il n'y a pas du tout d'effet de proportionnalité. Et c'est pour ça que qu'on a été un peu lourd sur la question du taux de rémunération. C'est parce que, très clairement, le réflexe qu'on peut avoir parfois, parce qu'on confond le guide de l'AMIC et la loi MOP, c'est de dire je suis payé sur un taux, donc mes travaux ont pris 10%, mes honoraires vont prendre 10%. Donc, après, on s'étonne de se faire jeter par le maître d'ouvrage, mais parce que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour remettre en cause un forfait, il est réputé comprendre toutes les sujétions. Donc, s'il y a des changements dans les données de départ, c'est-à-dire le programme, et si ce changement de données a des incidences significatives sur la charge qui pèse sur le co-contractant, alors il est juste que ce co-contractant voit sa rémunération être revalorisée d'autant. D'accord ? Donc, il faut qu'on soit dans cette logique de bouleversement qui remette en cause les équilibres financiers initiaux, qui ne soient pas de la simple suggestion liée à la vie normale d'un projet. Parce que, voilà, le principe sur un projet, c'est qu'on avale tous des couleuvres. Quand typiquement, je prends un exemple, je ne stigmatise absolument pas ni une personne ni une profession, mais quand on a quelque chose qui a été oublié dans la conception du projet, qu'on est obligé de le récupérer dans les travaux et qu'on augmente l'enveloppe de 200 000 ou 300 000 euros, c'est 200 000 ou 300 000 euros d'argent du contribuable. Bien sûr. On ne va pas à l'archi les rembourser. Ça fait partie des aléas. Et bien, de la même manière, il y a des changements qui ne vont pas nécessairement entraîner de bouleversement du forfait. Ce qui répond en partie à la question de Julie, si travaux complémentaires, appel d'offres complémentaires, alors ça dépend. Ça dépend. Justement, ça va dépendre de l'envergure en fait et de ce qu'on appelle les travaux complémentaires. Parfois d'ailleurs, ils sont même inclus déjà dans les données de départ en disant qu'il y a des modifications qui peuvent être amenées à être faites, des commandes complémentaires qui peuvent être amenées à être faites et qui peuvent être déjà prévues du départ. Donc, auquel cas, il n'y a pas de remise en concurrence sur ces points-là. Donc vraiment, c'est pas du tout nécessaire que dès qu'on bouge une ligne, on revoit totalement et la procédure et la façon dont ça se passe et toutes les liasses documentaires. C'est même pas le cas du tout. Enfin, si jamais c'est le cas, c'est pas complémentaire. Le seul cas où on va remettre en concurrence, c'est qu'on arrête tout et on repart à zéro. Ça peut arriver, notamment en maîtrise d'œuvre. On a eu le cas avec
avec une situation qui a vraiment débordé complètement, où on était, enfin, en gros, au stade du diag, on s'est rendu compte qu'il y avait un paramètre qui avait été très mal pris en compte au niveau des études de sol, que la situation était beaucoup plus grave que prévu, et quand on a calculé l'incidence financière, on était à 85% du montant du marché initial. Bon, ben là, on a tout arrêté, et on a refait complètement un appel d'offres, parce que les données du problème n'étaient pas... Et bon, on ne peut pas les inclure par voie d'avenant, mais sinon, le principe, c'est d'utiliser l'avenant qui va chercher à modifier, au vu des nouveaux paramètres, les éléments du contrat initial. Absolument. Frédéric avait répondu à un travaux complémentaire avenant au marché, absolument. Oh bah écoutez, si c'est un spectacle en autogestion, moi je vais vous laisser le faire. Parfait, maîtrise obtenue, bravo. Parfait, pareil, David Platt répondait. Chloé, pardon, était satisfaite de la réponse. Et puis une dernière question. Oui, non, c'est bon. Julie Pasquès aussi, on a répondu. Si travaux complémentaires, appel d'offres complémentaires. Oui, il me semble qu'on a répondu. Questions, normalement, on a à peu près. On a répondu à tout le monde. Super. À 19h57, on est pas mal. Exactement, on est même très, très bien. Vraiment, Quentin Dor et Hélène Pierson, je vous remercie énormément pour cette expertise. L'animation de ce webinaire aussi particulièrement dynamique et très interactif, en prenant en compte les questions des participants. Et je pense que même si c'est un webinaire, on a quand même visé de l'opérationnel. Et c'est donc merveilleux. Et j'imagine que ce webinaire a satisfait l'ensemble des participants et participantes. On va se quitter ici. Ah oui, parce que faire du merveilleux avec les marchés publics, il faut quand même voilà. l'entendre une fois dans sa vie. Hein. Si, moi j'ai trouvé ça très interactif et donc particulièrement dynamique et intéressant. Et voilà, alors même que peut-être que ça peut être une thématique qui rebute et ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, vous le voyez, Quentin Dor, Hélène Pierson dans le... Voilà, tout à fait, Paul le dit. Merci à vous. Vous avez des remerciements, des grands merci, avec plaisir aussi. Voilà, je vous laisse lire et puis on va se quitter ici. Bien, ben merci à tous. Merci Hélène, merci Gaëlle. Avec grand plaisir, oui. Merci beaucoup. Et merci à vous, grandement.